Ils ont pris une scie, ils ont abattu l'arbre, l'arbre a repoussé. Et je ne raconte pas une histoire, je l'ai vu moi-même. Wow. Un collège qu'on devait construire, on dit on va déplacer le collège, on tombait pratiquement dans un ravin, ça allait nous envoyer des remblais, ça allait envoyer trop de complications. Donc il fallait enlever cette table-là. Donc il y a un gars, un des ouvriers là qui a dit ah boss moi je connais un gars là, il peut enlever ça. Donc on ne dit plus à personne, on consulte le monsieur, il rentre nuitamment dans le village. Personne ne sait qu'il y a quelqu'un qui doit abattre cette table. Ce monsieur a abattu là-bas 3 heures. Quand tout le monde s'est réveillé, il a fini de découper. L'arbre n'est plus monté. Qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. Il a parlé avec qui, je ne sais pas. Bonjour et bienvenue sur Prince Talk, le podcast qui inspire. Je suis Prince Atobla et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Monsieur Fauchard Conan, qui est ingénieur en BTP. Restez connectés, ça promet. Bonjour Fauchard. Bonjour Prince. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast. Le plaisir partagé. Merci parce que tu as accepté de façon très spontanée. Et ça me va droit au cœur. Ouais, tu sais que c'est comme ça que je suis. Hein? Ouais. C'est que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Merci. Je pense que la première fois que je t'ai rencontré physiquement, cela remonte à, je pense, un peu plus d'une année. Ouais. On s'est vu à l'hôtel Palm Club au cours d'un événement qui avait été organisé, je pense, il y avait Aïssata Sissoko et toi et puis un autre monsieur. Si, je vois. Voilà. Où vous nous parliez un peu de tout ce qui touchait la construction et tout. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que j'avais une question spécifique que j'avais gardée là au chaud, que je t'ai posée. Ça concernait les constructions en bois. Ouais. Et quand je t'ai demandé qu'est-ce que ça coûtait vraiment de construire en bois dans nos pays, je veux dire, la réponse que tu m'as donnée était tellement explicite que je me suis dit, ce monsieur-là, c'est un gars à suivre. Et puis, depuis ce moment-là, on ne s'est plus jamais lâché. Ouais. Un autre jour, j'ai eu la chance, quand mes bureaux étaient encore au Vallon, je t'ai vu, tu passais juste devant. Je me suis dit, bon, je pense que ce monsieur, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis, donc, de là, c'est écrit une belle et longue histoire. Merci. Je vais te demander, aujourd'hui, tu es quelqu'un de très populaire et influent sur les réseaux sociaux. Tu parles très souvent de construction, bâtiment. C'est quoi ton parcours? J'explique ça souvent, mais tu me donnes l'occasion de réexpliquer mon parcours et mon amour pour le bâtiment. Je dis souvent que je commence à côtoyer les chantiers en 1988. Ok. Je n'étais pas technicien, je n'étais ni ingénieur. J'étais juste un petit garçon que papa a envoyé sur son chantier. Ok. À cette époque, je me rappelle, nous étions à Buyo. Et papa avait pris un terrain à nouveau Buyo parce que mon père était affecté de 83 à 89 à Buyo. C'est là qu'il a servi. Et donc, il a fait des villages jumelés à Buyo. La villa existe. Vous arrivez à Nouveau Buyo, les villages jumelés sont en face de l'école primaire de Nouveau Buyo. C'est là que j'ai fait connaissance pour la première fois avec des chantiers. Ok. En fait, mon papa, n'étant pas ingénieur, mais il était déjà, puisqu'il était corps habillé, gendarme, il avait déjà une astuce pour suivre ses chantiers. Papa ne faisait que... C'est bizarrement, mais c'est en décembre, pendant qu'on appelle en vacances, que mon père construisait ses maisons. Ok. En fait, pour lui permettre d'avoir un suivi. Quand ce n'était pas encore moi, c'était ses petits frères, ses sœurs. Je veux dire, tout ce qui était à la maison, c'est eux qui suivaient les travaux. Que ce soit les briquetiers, que ce soit les maçons qui montent les murs, que ce soit les charpentiers, mais il y avait forcément quelqu'un au chantier chaque fois qu'il faisait un chantier. Ok. Et c'est comme ça que moi, j'arrivais sur le chantier en vacances pour suivre les briquetiers. Je veux dire, là, on était déjà pratiquement à la fin des travaux, mais je partais là-bas pour mes vacances. Et à l'époque, j'avais un droit à un Fanta. Puis il y avait une femme togolaise qui préparait à côté, on ne mangeait pas des bœufs et tout ça. Donc, moi, ça m'amusait. C'est comme ça que je prends amour pour le chantier. Ok. Et quand on nous a fait là, à Grand Bérébi, c'est là-bas que moi-même, j'ai commencé à monter les murs. Moi, j'ai monté les murs. Ok. Moi, je sais monter les murs avec truelle, avec fil à plomb. J'ai appris avec un Ghanéen et un Béninois. Ok. Donc, je veux dire régulièrement comme ça, quand on affectait papa, à l'époque, quand on affectait nos parents, on les suivait. Il s'est déplacé avec tout le monde, donc on se déplaçait régulièrement avec lui. Mon père construisait une maison chaque fois qu'on l'affectait. Donc, c'est comme ça que je prends amour pour le bâtiment. Et tu vas dans le cursus normal, et puis après, tu te dis, bon, je suis piqué par le virus du bâtiment. C'est comme ça que je glisse doucement et jusqu'aujourd'hui, je suis devenu ingénieur. Donc, je veux dire, c'est mon père qui m'envoie pour les premières fois sur les chantiers.
Lui, il avait envie que je sois ingénieur dans le bâtiment. Hein. Donc, lui, il me faisait glisser régulièrement sans que je ne me rende compte. Moi, j'allais, je lui ai dit, il me donnait tout ce que je voulais, mais ça me permettait de suivre ces chantiers, justement. Donc, voilà un peu, après mon parcours, je dirais que j'ai fait... Moi, je viens vraiment de la classe, on va dire, la plus modeste et de la plus populaire en termes de bâtiment. Moi, je n'ai pas fait un parcours classique. Ok. J'ai fait d'abord un BEP, un brevet d'études professionnelles. Je suis allé dans le système classique. Je suis revenu en arrière. J'ai fait un BT ensuite, un BTS, un cycle ingénieur. Et bon, je suis en train de faire un doctorat mais en gestion de projet. Mais je lui ai dit, voilà un peu mon parcours et voilà ce qui m'a envoyé dans le bâtiment. C'est pour ça que moi, j'ai appris à monter les murs. Donc, je sais monter les murs. C'est pour ça que souvent, quand il y a sur les chantiers, il y a des fois où je suis arrivé sur les chantiers où il y a monté les murs parce que les maçons, ils pensent généralement que les techniciens, les ingénieurs N'ont pas cette n'ont compétence-là. pas cette compétence, sont des théoriciens. Voilà. Donc, généralement, pas parce que j'ai envie de montrer quelque chose, mais pour leur dire qu'en fait, je connais les bonnes pratiques. C'est vrai que j'essaie leur dire de bien faire, mais en même temps, je sais faire parce que j'en ai fait. Exactement. Voilà. Et quelles sont les différentes soit boîtes dans lesquelles tu as bossé ou les grands projets sur lesquels tu as pu travailler durant tout ton parcours? Mon parcours, Parce que j'ai vu quelques vidéos, quelques photos de toi où on se retrouvait au Congo, des trucs de ce genre. J'ai fait un peu ce qu'on appelle le triangle Ok. dans le domaine du bâtiment. Dans le bâtiment, il y a ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Il y a ce qu'on appelle les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, un peu comme le BNET. C'est eux qui font généralement la maîtrise d'œuvre. Et puis, il y a l'entreprise d'exécution. Ok. Une entreprise comme PFO et tout cela, vous les voyez en train d'exécuter. Ok. Moi, j'ai commencé par un bureau d'études d'un ancien même qui a fait le BNET. Il a fait 35 ans au BNET. Ok. Il fait partie de ceux qui ont construit la tour D, E et tout ça. Ok. Donc, c'est chez lui que j'ai commencé. J'ai fait 7 ans de bureau d'études. C'est justement ça qui m'a envoyé au Congo en RDC. On a fait un audit technique en RDC. On a audité même en Côte d'Ivoire. J'ai participé à 3 audits en Côte d'Ivoire sur l'ancien PU qui est devenu précis aujourd'hui. Ok. On a audité même l'échangeur de la Riviera 2. J'ai participé à l'audit sur cet échangeur. Ok. Voilà. Donc, je veux dire, les ouvrages importants auxquels j'ai participé, qui sont visibles, qu'on peut voir, souvent je le dis, hein, si vous allez à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, si vous rentrez par l'école de police, à votre gauche, vous allez voir 2 amphithéâtres, dont du district. Oui. Ça, c'est un projet auquel j'ai participé du début jusqu'à la réception définitive même de ce projet. Ok. J'étais encore en cabinet. Et ça, c'était au moment où le gouverneur du district d'Abidjan était Djedja Mondi Pierre. C'était un de ses projets. Le ministre Bakongo était encore ministre de l'enseignement supérieur. Ok. Mais je dis, j'ai participé beaucoup à la construction d'écoles primaires. Donc, ça m'a envoyé beaucoup en zone rurale. Ok. Les écoles primaires, vous savez que les écoles primaires sont souvent très éloignées, souvent très inaccessibles. Je t'ai dit, dans ma carrière, quand je parle d'école primaire, je me rappelle tout de suite d'une école qu'on allait voir dans la Draine de Mans. Le village, c'est Sandoudou Soba. Ce village se trouve à 800 mètres d'altitude. On peut la voir sur la carte routière, on peut vérifier. Le nom du village, c'est quoi? C'est Sandoudou Soba. Ok. C'est dans la Draine de Mans. Ok. Mais ça, c'était mon voyage le plus difficile. Vous imaginez à 800 mètres d'altitude, avec des côtes, avec des roches, des pierres. Mais je vous dis que quand on est revenu avec la voiture, on est retourné chez le concessionnaire, avec une réparation de 5 millions. Waouh. Mais ça, je vous assure qu'à 3 km du village, je voulais me retourner. La chance que le village a eue, la veille, donc 2 jours avant, il y a un professeur du lycée des Mans à l'époque, j'oublie son nom, qui était fils de ce village. C'est lui qui a décidé de nous accompagner dans son village. Parce qu'il a dit qu'il y avait déjà 3 missions qui avaient déjà échoué. Ok. Donc, quand on est arrivé, il me dit, Monsieur Konan, on est déjà à côté, on ne va pas abandonner. Il dit, je suis fatigué de pousser voiture. On a quitté Mans à 6 heures. Il est déjà pratiquement presque midi, 11 h midi là, on n'est pas encore arrivé. Waouh. Pour je ne sais même combien de kilomètres, mais c'était terrible. Il dit, bon, ce qu'on va faire, on va attendre. Peut-être que les passants vont venir nous aider. Et c'est comme ça que des villageois sont venus nous aider à passer le dernier obstacle. Okay. Je t'assure que quand je suis arrivé dans ce village, je suis en train de parler, mais j'ai encore des frissons. Parce que l'accueil qu'on a vu, souvent quand on est en zone rurale, les gens ont envie de tout vous donner. Ils ont envie de tout vous donner parce qu'en réalité, on ne va pas dire qu'ils sont abandonnés, mais l'accessibilité de leur village fait que les gens ont des difficultés de se déplacer. Mais je vous assure que ça, c'était la phase d'études. Il fallait aller voir comment l'école était dans quel état,
pour dire on va remplacer la toiture, on va remplacer les tables bancs, le claustral et tout ça. Mais tu t'imagines dans l'exécution, comment le sable devait aller sur le site, Oui. comment le ciment devait aller sur le site. Mais c'était un enfer. Mhm. Mais on a pu réhabiliter cette école. Je vous parle d'une affaire de 2008. Hein. Ok. Voilà, donc je veux dire, c'est des expériences comme ça qu'on a. Après, j'ai fait les postes de police frontière avec OIM. C'était encore le même calvaire, il n'y a jamais réseau. Puis si vous êtes sur la frontière, il n'y a jamais de bonne voie. Mhm. Donc, c'est quelques expériences comme ça qu'on a vécues au cours de notre carrière. Hein. Donc, si je comprends, avec ce que tu expliques, apparemment, tu n'es pas que dans la construction des bâtiments, mais tout ce qui est les voies, les routes, les ponts et tout, c'est également ton domaine. Oui, en fait, un ingénieur génie civil, il fait un peu de tout ça. Ok. Sauf que moi, j'ai décidé de me spécialiser. Moi, je fais que, pour le moment, je ne fais que des bâtiments. Je préfère faire les bâtiments. Ok. J'ai pas encore eu, j'ai pas encore piqué par l'amour de confection ou bien de route. Mais actuellement, je fais plus les bâtiments. Et de ma carrière, je fais plus de bâtiments que de routes. La première, si quelqu'un prend mon CV, il ne verra même pas de routes que j'ai faites. Ok. Je ne parle que de bâtiments. Voilà, donc, je fais plus de bâtiments que de routes. Je peux faire, c'est-à-dire que c'est une question de spécialisation. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y en a qui décident de faire des routes. Il y en a qui... C'est vrai que dans nos formations, il y en a qui sont orientés. Mais on décide de se spécialiser dans ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, moi, je fais plus les bâtiments que les routes. Donc, je ne fais que... Comme j'ai dit, je vais en zone rurale, mais je vais faire des écoles primaires, j'ai fait des collèges. Mais j'ai fait beaucoup d'écoles primaires. Beaucoup d'écoles primaires. Et le pic d'écoles primaires, c'était en 2016. 2015-2016. Où j'étais sur un projet d'urgence d'éducation nationale, où on a ouvert, je me rappelle ça, c'est l'un de mes, je veux dire, une de mes années les plus pleines. On a ouvert 149 sites en même temps à construire des écoles primaires. Donc, vous imaginez, je devais centraliser tout ça. C'est pas 149 sites au même moment, avec 60 collaborateurs en même temps. C'est-à-dire qu'il faut gérer tout ça, leur rapport, leur suivi, il fallait faire les matrices et tout ça, faire des visites des sites. C'est vrai que j'avais des responsables qui partaient souvent en région. Moi-même, je partais aussi souvent en région pour voir l'évolution, pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire est correct. Donc ça, c'était... Je dis de ma carrière, c'était la période la plus chaude. On va dire ça comme ça. C'était la plus chaude parce que on était en fin de projet. Il fallait finir sur le projet clôturé. Donc c'était chaud. Mais bon, à la fin... Je parle de ça aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Ouvrir 149 sites, ça veut dire que tu as combien de salles de classe? On a construit avec ça 900 salles de classe. Donc, de ma carrière, je peux avoisiner peut-être aujourd'hui les 2000 salles de classe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu dois connaître certainement toute la Côte d'Ivoire. Tu as parcouru tous les hameaux. Oui. La seule zone dont je n'ai pas encore, je dis que je ne maîtrise pas trop peut-être, c'est dans la région de Bouna. Sinon, Bondoukou, on a fait les Tambi. Je dis, en fait, dans toute la Côte d'Ivoire, quand tu vois, par exemple, au dîner, je suis allé jusqu'à Dioronzo, Somotou. Ça, c'est à la frontière guinéenne et malienne. Donc, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait, je vais dire, les petits villages. Puis, quand je fais les écoles primaires, ça t'envoie dans tous les villages. Donc, du coup, quand tu allais dans les Diokoué, ouais, je dis que je connais plus la Côte d'Ivoire. Tu sais, tu m'as expliqué un jour un truc que j'ai pas oublié. C'est qu'apparemment, il y a des endroits, quand tu veux construire, tu dois faire des libations, des petits trucs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Soit les machines ne sont plus fonctionnelles, des trucs de ce genre. Tu peux revenir un peu là-dessus? Oui, en fait, généralement, il y en a qui ne croient pas. Tellement ils ne croient pas, ils pensent que ça n'existe pas. Souvent, il y a la façon de parler des Ivoiriens qui disent si tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas vu, tu penses que ça n'existe pas. En réalité, ça existe. Mais pardon, toi, est-ce qu'avant ça, tu croyais? Non, mais tu sais que nous, à l'origine, on est. Moi, je suis baoulé. Je dis toujours, je le clame, on dit, mais tu vas me dire que tu es baoulé. À l'origine, tu es né animiste. Ça après, on est devenu Sema, on est devenu tout ce qu'on est. Mais quand tu nais baoulé au village, je dis, c'est vrai que mon père ne faisait pas fétiche lui-même systématiquement. Mais quand tu arrives au village, les gens, ça mange de coq, ça sacrifie des moutons, des cabris là. Donc, forcément, je dis, moi, dans ma culture, forcément, tu crois. C'est après, peut-être, quand tu atteins la majorité avec l'évolution de la vie, je lui ai dit, il y a d'autres contingences qui font que, bon, tu crois ou tu ne crois pas. Mais moi, à l'origine, tu nais, tu crois à ça. Donc déjà, quand tu arrives dans des zones, il faut croire. Parce que généralement, ce qui se passe, il y a même à Abidjan, par exemple. Aujourd'hui, même quand tu arrives à Abidjan, par exemple, à Benjerville,
Ils vont te dire que dans les endroits adjacents, ils vont te dire il y a ce qu'ils appellent le droit de sol. Il faut leur donner les 2 bouteilles de gin. Sinon, tu ne peux pas commencer. Et les jeunes gens, même souvent, quand tu ne veux pas donner, il y en a des jeunes qui arrivent à brutaliser certaines personnes. Ok. Ils ramassent les brouettes, les pelles et tout ça, ils s'en vont. Donc, tu es obligé de courir à ça. Et les chantiers, je ne vais pas citer pour que les gens le connaissent bien précis, mais arrivé sur un chantier où on est arrivé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas donner précisément. On est arrivé sur ce chantier-là. Il y avait un arbre qui était dans l'emprise du chantier. Et dans l'emprise, ça veut dire que si on devait construire le bâtiment, l'arbre là se trouvait dans l'emprise. Ok. Et à plusieurs reprises, les gens ont tenté d'enlever l'arbre, mais n'ont pas pu. Wow. Les gens nous ont expliqué plein de théories. Non, quand ils ont enlevé, ils ont essayé de couper. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de déraciner l'arbre, de le couper, mais chaque fois qu'on le coupait, il revenait. Chaque fois qu'on coupait l'arbre, il revenait. Et Non, pardon, quand tu dis chaque fois qu'on le coupait, il revenait, c'est-à-dire. Je t'explique. Il tombe. Il faut qu'il t'explique. Ils ont pris une scie. Mhm. Ils ont abattu l'arbre, mais l'arbre a repoussé. Et je ne raconte pas une histoire. Je l'ai vu moi-même. Wow. C'est-à-dire que vous avez une emprise. On demande, est-ce qu'on veut déplacer le site? On veut déplacer... c'est un collège qu'on devait construire. On dit, on va déplacer le collège. Mais je dis, on tombait pratiquement dans un ravin. Ça allait nous envoyer des remblais. Ça allait envoyer trop de complications. Donc, il fallait enlever cette table-là. Oui. Donc, il y a un gars, un des ouvriers là, qui a dit, ah, boss, moi, je connais un gars là, il peut enlever ça. Mhm. Donc, on ne dit plus à personne. Donc, on consulte le monsieur. Il rentre nuitamment dans le village. Mhm. Personne ne sait qu'il y a quelqu'un qui doit abattre cette table. Mhm. Il rentre nuitamment dans le village, je vous dis. Même nous-mêmes qui l'avons envoyé, n'avons pas l'heure à laquelle il devait abattre l'arbre. Ouais. Ce monsieur a abattu l'arbre à 3 heures Wow. du matin. Mhm. Quand tout le monde s'est réveillé, il a fini de couper. L'arbre n'est plus monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Il a parlé avec qui? Je ne sais pas. Mhm. Parce que nous-mêmes qui l'avons envoyé, il nous a dit, il a discuté le prix pour abattre l'arbre. Mhm. D'accord, on lui a donné son argent. 6 heures du matin, 7 heures, quand tout le monde se promenait pour voir que l'arbre a été, cette fois-ci, abattu et ne remonte plus, il se promenait aussi les bras croisés. Tout le monde, personne ne le connaît. Mhm. Parce qu'il était fondu dans la masse de ceux qui étaient venus pour faire les travaux. Donc, personne ne sait c'est qui a abattu et tout ça. Mhm. C'est comme ça qu'il a pu abattre l'arbre, découper et qu'on a pu évacuer cette table-là. Donc, c'est des choses, il y en a croisé tellement. Mhm. Souvent, c'est des racines que tu trouves dans une fondation. Il n'y avait jamais eu un arbre là. Bon, on va te dire que peut-être il y avait la souche de l'arbre. Mais si tu trouves une racine d'arbre fraîche dans une fouille, normalement, l'arbre était là. Si c'est sec, on peut comprendre que, bon, on avait abattu l'arbre il y a longtemps et tout ça. Il y a des choses qu'on a croisées. Souvent, qui font peur. Ouais. Souvent, qui font peur. Souvent, c'est vrai que il y a le pasteur Zawi qui disait une fois que les génies civils et tout ça, il a expliqué, les gens prennent pour faire un peu de raillerie. Mais il y a beaucoup de choses qu'on croit souvent quand même. Beaucoup de choses qu'on croit souvent. Tu es sur les charrettes, tu es d'aller chercher un pasteur, un prêtre, comme tu veux. Il y en a qui vont prendre leur canari. Il y a plein de choses qu'on croise. Mais ça ne fait pas plus peur que ça, en fait. C'est ça. Généralement, si les villageois vous ont donné leur site, quand vous avez certainement des problèmes, vous partez voir le chef, il va prendre le président des jeunes et tout ça, ils vont venir faire leur libation. Et puis bon, vous avez moins de problèmes. C'est pour ça que quand vous arrivez, moi j'ai dit, je travaille beaucoup en zone rurale. Il faut toujours travailler avec les propriétaires terriens. Ça vous évite tellement de problèmes. Ok. Voilà, parce que une fois que vous les avez consultés dès le départ, vous les avez associés. Si vous avez des difficultés de ces gens-là, ils vous disent exactement ce qu'il y a à faire, s'il y a des sacrifices, ils le font, et puis bon, vous n'avez pas de problème que ça, quoi. Est-ce que c'est ce qui explique que lorsque certaines personnes construisent, bien vrai qu'elles puissent avoir souvent des moyens, mais elles n'arrivent jamais à terminer? Est-ce que c'est aussi lié à ça? Je ne dirais pas ça comme ça. Ok. Généralement, les gens qui finissent pas les chantiers ont un autre problème. Ok. C'est une question de devis correct. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent les propriétaires ou les futurs propriétaires ont envie d'entendre des choses qu'ils veulent. C'est ce qui justifie qu'ils ne finissent pas. Parce que vous consultez quelqu'un, il vous dit votre bâtiment tel que le plan est. Si vous voulez en l'état, votre bâtiment va vous faire 10 millions. Je prends un exemple. Vous consultez quelqu'un d'autre, il vous dit non, le boss, ça là, 4 millions, on gère ça. Vous avez un budget de 4 millions. Oui. C'est ça que vous voulez entendre même à l'origine. Parce que vous avez entendu encore de voir qu'on peut construire des chambres salon avec 4 millions, 5 millions, 6 millions. Donc vous vous dites, quand lui vous dit il y a 4 millions, c'est possible. Généralement, vous vous dites avec ces 4 millions, pour moi, je vais mettre peut-être 1 million dessus, j'ai gardé 5 millions, je vais pouvoir faire. Donc c'est votre budget qui est là. Oui. Dès lors que vous commencez, c'est votre bâtiment. Si on vous envoie tous les reçus, que vous vous rendez compte que vous avez déjà dépensé 5 millions, mais le bâtiment n'est pas fini, vous êtes obligé de bloquer et d'aller chercher d'autres fonds. C'est clair. Donc, généralement, c'est pas. Je veux dire que souvent,
le côté mystique qu'on ne voit pas, ou bien je vais C'est dire. pas ça toujours la raison. Voilà. Il y a aussi des choses comme ça. Souvent, c'est dans les devis que les problèmes se posent également. Selon toi, aujourd'hui, avec du recul et toute ton analyse, quelles sont les erreurs qu'on commet très souvent dans la construction? Les erreurs dans la construction ou les erreurs que les propriétaires font. Les erreurs que les propriétaires font. Les erreurs que les propriétaires font. En fait, les erreurs que les propriétaires font, c'est que généralement, j'expliquais dans une vidéo précédente, généralement, on a un souci. Nous tous, je dis souvent, on a le même comportement d'achat. C'est pas comme c'est une maison que ça va changer. Okay. Moi, si j'ai envie d'acheter des œufs, quand j'arrive sur 2 étals côte à côte, il y a une qui fait 3 œufs à 100 francs. Il y a une qui fait 2 œufs à 100 francs. Généralement, notre réflexe va sur les 3. Quand bien même qu'il y a les 3 là, c'est sûr qu'il va y avoir une question de taille. Oui. Mais nous, c'est la quantité qui nous intéresse d'abord. Ça, c'est le comportement d'achat qu'on a. C'est après que d'autres sont exigeants qui vont dans la qualité. C'est ça. Parce que c'est une question de réflexion. Le gars s'est dit, mais si elle fait 3 à 100 francs, elle fait 2 à 100 francs dans le même environnement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui diffère. Il y a quelque chose qui diffère. Mais c'est quoi ce quelque chose qui diffère là? Un acheteur qui va prendre un peu de temps va comprendre ce qui diffère. Ce qui se passe, c'est que généralement, de façon populaire, on va vous dire les architectes, les ingénieurs, les techniciens, tous ceux-là sont chers. Ça, c'est la première erreur. Déjà, je vais te construire une histoire dans laquelle tu as participé, que tu sais. On a aidé quelqu'un qui devait construire une maison, un duplex. Tu sais bien. À l'origine, le gars veut construire un duplex de 5 de 5 pièces. Mais il s'est dit, 5 pièces, je n'ai pas suffisamment de moyens maintenant. Je vais construire 3 pièces. C'est-à-dire que 2 chambres en bas, salon, toutes les commodités, cuisine et la clôture. Contacte son voisin qui a fait ses travaux avec un ouvrier. Cet ouvrier-là lui dit, pour faire les 2 chambres salon avec la clôture, sa main d'œuvre fait 13 millions. C'est que ceux qui vont nous regarder vont être étonnés. 13 millions, ça fait la construction de la maison. C'est clair. Et tu sais, le gars nous consulte. On regarde, on se rend compte qu'on interroge, il obéit à diminuer ses prix. Mais la maison, quand je parle de maçon, c'est les 2 chambres salon avec la dalle, avec le crépissage, avec tout ce que vous pouvez imaginer, avec la clôture, avec le crépissage. Finalement, on se retrouve à 5 millions d'euros. Ça, je ne me trompe pas. C'est 5 millions d'euros, 3 millions d'euros. Vous comprenez la différence qu'il y a déjà entre les 13 millions. On arrive à la moitié pratiquement. Pour la main-d'œuvre. Pour la main-d'œuvre. 5 millions d'euros. Vous voyez la différence qu'on a eue. Ça veut dire que si ce propriétaire était resté dans son confort, pour dire effectivement ce que les gens disent en ville, des ingénieurs et des architectes est vrai, qui sont chers, il n'est pas bien de les consulter, il aurait construit sa maison à la main-d'œuvre au double. C'est clair. Voilà la première erreur que les gens commettent. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, je dis toujours aux gens de façon simple, allez voir un architecte. Vous pouvez voir un ingénieur qui va aller lui-même ensuite voir un architecte ou il va vous conduire chez un architecte. Quand vous conduisez votre étude là, et dans ce cas dont je parle, tu as souvenance qu'on a fait le détail de tout. Combien de briques, c'est ce qu'on appelle en aglo, en technique, combien de briques on devait faire pour la fondation, combien de briques on devait prendre pour l'élévation, combien de paquets de ciment, ainsi de suite. Ça nous a permis d'avoir un budget qu'on maîtrisait. Et on a commencé à chercher les moyens en fonction du budget qu'on nous avait dit. Parce que si on n'avait pas ça, on allait partir dans tous les sens et ça allait être difficile. C'est vrai qu'un chantier, on a des difficultés par moment, la tension de financement, de trésorerie. Mais quand vous allez chez un architecte, ne restez pas dans les devis classiques. C'est ça. Quand vous allez chez un architecte, vous dites à un architecte, je suis monsieur Conan Fauchard, je veux construire un 3 chambres salon pour mes vieux jours, 600 mètres carrés à Benjerville. Voilà mon extrait topo. L'architecte va regarder. Il va vous dire, en fonction des caractéristiques, vous allez dire, moi, je veux des chambres, par exemple, de minimum 14 mètres carrés. C'est vous qui donnez votre description. Oui. Mon salon doit être 20 mètres carrés. Quand vous avez fini de faire ça, quand l'architecte il finit de faire les surfaces, il va vous dire, par rapport au standing que vous voulez là, votre maison là, on va le faire à 100 000 francs le mètre carré. Parce que c'est une question de standing. Si vous avez 100 mètres carrés, que le gars multiplie par 100 000, ça vous fait 10 millions. C'est ça. L'architecte dit, bon, comme vous êtes monsieur Prince, que je sais que vous avez été recommandé par monsieur Evra, l'ingénieur Evra, donc moi, je vais vous faire 1% du montant de votre projet. Donc moi, vous allez me donner 1 million, mes honoraires d'architecte. Je prends un exemple, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Mais quand l'architecte vous dit qu'il veut 1 million d'honoraires par rapport à votre projet, vous lui dites c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez diminuer? Il va dire, c'est une question, ça se négocie toujours. C'est ça. Vous lui dites, moi, j'avais prévu 10 millions 5 même pour tout mon projet. Là, vous me dites que ça fait déjà 11 millions. Oui. Forcément, on va faire un abattement si vous tombez d'accord et dans votre projet et tout ça. Mais ce que vous devez dire à l'architecte, c'est que moi, comme je veux maîtriser le coût de ma maison et que je ne suis pas un businessman, je ne suis pas entrepreneur, je suis juste un salarié qui va avoir 2 millions, 1 million pour construire ma maison, ce que je vous souhaite, c'est que vous me fassiez ce qu'on appelle le déboussé sec. C'est-à-dire que je veux le déboussé sec. Okay. C'est un terme technique. Le déboussé sec, c'est le détail de tous les matériaux que vous allez acheter pour votre maison. Okay. Les briques pleines, les briques creuses, les tonnes de ciment, le fer, le gravier, le ciment, l'eau, tout ça. Il va vous sortir ça. Quand vous allez sur le commerce, vous demandez les prix. Quand vous avez fini d'évaluer, entre ce qu'il vous a dit, il vous a dit que la maison va être à 10 millions. Si ça a été bien évalué en fonction de ce que vous avez dit, vous allez vous retrouver forcément dans cette fourchette. Maintenant, c'est à vous, c'est souvent celui qui va demander qui va faire sortir. Parce que le carreau que tu vas acheter à 5 000, si tu veux acheter un autre carreau de 11 000, ça fait forcément augmenter le prix. Exactement. Si tu vas acheter les lumières comme on a ici, ça va forcément augmenter le prix. Mais il veut dire qu'il fait ton devis en fonction du standing que tu lui auras demandé. Donc, voilà un peu la difficulté qu'on a. Donc, les erreurs qu'on fait, on écoute le populaire pour dire les architectes et les ingénieurs sont chers, on refuse d'aller chez eux. Or, ceux-ci peuvent nous orienter. Quand tu lui as demandé tout ça et qu'il t'a donné, toi-même, tu as la possibilité de vérifier sur le marché. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'il t'a dit, là, on t'a dit que tu vas avoir 1000 briques. Quand tu es dans le commerce, là, si je confectionne moi-même les briques, ça me coûtait combien? Si j'achète les briques industrielles, ça me coûtait combien? Quand tu fais la différence, là, c'est-à-dire qu'en faisant de ton temps et de tes moyens, tu maîtrises, je dis, à peu près. Les maçons, là, je dis toujours, j'en prends 3 ou 4 maçons. C'est-à-dire, moi, je veux faire ma fondation. Tu vas me prendre combien? Tu as sollicité 2, 3. Au moins, tu auras le prix. Oui. Parce que tu as sollicité plusieurs il y aura une moyenne. Effectivement, il y aura une moyenne. Il y a un qui est peut-être fort, il y a un qui est moins cher, mais c'est que tu vas apprécier. C'est ça. Et en même temps, j'ai dit toujours de discuter avec ces gens-là. Ils ont donné des prix, c'est vrai. Mais discute avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pourquoi ils ont ce montant? Généralement, nous, ce n'est pas un secret. Quand tu demandes à un gars, tu lui demandes de faire un travail. En fait, les propriétaires ne sont pas suffisamment curieux. Ils disent avec Internet, on doit être suffisamment curieux. Oui. Puis on doit demander à ceux qui ont déjà construit. Oui. Souvent, ils disent des choses sur nous, les ingénieurs, qui ne sont pas forcément vraies. C'est-à-dire que tu demandes à un maçon, ce travail-là, tu peux faire en combien de jours? Il va te dire, ce travail-là, je peux le faire en 10 jours. Ça fait 10 jours. Oui. Tu lui demandes, ta journée, là, c'est combien? Il va te dire, ma journée, là, le minimum, c'est 10 000. Donc, ton travail, là, c'est maximum 100 000. C'est clair. C'est vrai que tu prends un forfait, mais si on te paye 10 000, que tu fais 10 jours, ça fait 100 000. Pourquoi tu veux faire ça à 500 000? Oui. Donc, voilà à peu près, on me dit qu'il est en train de donner les secrets. Mais c'est comme ça, en fait. Si vous ne faites pas ça, vous explosez vous-même le coût de votre maison. Exactement. Vous explosez le coût de votre maison. C'est vrai que donner un forfait, souvent même les maçons pensent qu'en prenant un forfait, ils gagnent plus. Moi, je suis en train de faire un travail dessus, mais ce n'est pas forcément juste. Hein. Souvent, les journaliers, même là, c'est vrai que ce n'est pas certain d'avoir toujours des journaliers, mais souvent, le journalier est mieux rémunéré que le forfait. Oui. Parce que quand tu prends le forfait, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu prends 10 000 par jour, quand tu prends 100 000, si le gars t'a donné 100 000, là, dans l'absolu, tu as gagné. Il te dit, bon, moi, il a fait en 7 jours. Et puis, les 10 jours, là, il va avoir l'argent. Mais tu as oublié tout ce que tu vas prendre. Si tu allais prendre un autre maçon avec qui tu vas travailler, les manœuvres que tu vas prendre, c'est toi qui les payes. Parce que le propriétaire, il a négocié un forfait à toi. C'est ça. Mais comme eux-mêmes, ils veulent rester dans ce que j'appelle l'informel. C'est qui quand tu dis eux-mêmes, les maçons? Les maçons eux-mêmes, les ouvriers en général, mais je parle des maçons spécifiquement, parce que ce sont mes amis. En fait, ils veulent rester dans l'informel, donc ils ne savent même pas ce qui est bon pour eux. Aussi, ces structures, ils vont savoir ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Et moi, je dis souvent, est-ce qu'ils connaissent le SMIC d'un pays? Par exemple, en Côte d'Ivoire. Si j'ai fait un petit sondage sur ma page ces 2 temps-là, j'ai les réponses. On dit, ils veulent qu'on paye. Chez eux, si on paye un maçon à 12 000 le jour, il est bien payé. Il est bien payé. Mais si on te paye 12 000 si on te paye même 10 000 par jour, que tu fais 20 jours, considère que samedi, dimanche, tu n'as pas travaillé, j'enlève fait exprès, tu fais 20 jours, ça te fait combien? Ça te fait 200 000. Oui. Si tu as réussi à faire les 20 jours pleins dans le mois avec 200 000, pourquoi encore voir s'ils n'ont pas ce salaire? Beaucoup n'ont pas ce salaire. Je dis tout est une question d'organisation. Je le dis souvent aux maçons. Voilà des gens à qui tu donnes leur argent de samedi, puis souvent on les paye par semaine. Dès que samedi, tu leur donnes un peu de revenus lundi sans un sou. Wow. À venir pleurer. Donc, je dis c'est une question d'organisation. C'est pourquoi
Je suis en train d'écrire un projet pour aider ces gars-là. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à obliger les gens à avoir des certificats avant des essais. Ailleurs, ça existe. Au Togo, au Bénin, je sais qu'ils ont des certificats. Pour les essais, si un chantier, on va te demander est-ce que tu as un certificat en maçonnerie. Dans ce certificat-là, on te donne tout. On te donne la technique, on te donne, on va dire, La gestion de l'argent aussi. voilà, on te donne tout ça. Parce qu'en fait, leur problème, c'est la gestion de l'argent. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des mini-entreprises, en fait. C'est vrai que vous êtes dans le formel, mais vous êtes une entreprise. C'est ça. Parce que je dis toujours, il faut se donner un niveau de vie. Moi, je suis ouvrier dans le bâtiment. Je sais que dans la moyenne, j'aurai 5 000 par jour. Si j'ai 5 000 par jour, comme j'ai dit, si je réussis à faire 30 jours, parce que souvent ils font pratiquement ça, pas je suis ouvrier, mais je suis dans la moyenne. Si tu as 30 jours, fois 5 000, il y a 150 000. Ouais. Si tu as 150 000, il faut mettre même 100 000 de revenus. Mais tu dois vivre en fonction de tes 100 000. Tu ne dois pas créer d'autres dépenses. C'est-à-dire que tu dois prendre une maison. Je sais que les maisons, on me dit les maisons d'Abidjan sont chères. Oui, mais tu dois te débrouiller pour être dans une maison de peut-être 40 000, 50 000, un studio. En fait, il faut vivre en fonction des moyens qu'on a. Parce que tu sais que tes revenus moins par mois sont des 150 000. Il faut vivre en fonction des 150 000. Il ne faut pas inventer pour dire, je sais que j'ai un gombo. Encore de voir qu'on parle de gombo, ça veut dire que je vais avoir un plus par rapport à mon travail et tout ça. Non, ce n'est pas évident que tu l'aies. Reste dans ta moyenne. Donne-toi un niveau de vie pour construire une vie correcte. Moi, souvent sur les chantiers, là, j'ai aidé beaucoup de maçons et d'ouvriers qui ont compris qu'ils sont devenus des gens qui existent. Parce que moi, je connais un qui était à la Palmeraie. Souvent, ils sont ici, ils sont dans les baraques, mais il faut qu'on dise qu'ils sont à Abidjan, à la Palmeraie aussi. Parce que tu sais bien qu'il y a rien qui a envie de se donner forcément de la contenance. C'est ça. Mais je lui ai dit, donne-toi un niveau de vie. Une image. Donne-moi une image. Et j'explique ça toujours. Et c'est un exemple que j'aime prendre. Ce monsieur-là, on avait discuté la main d'œuvre. C'était pour un duplex, c'est plus exactement les montants, mais c'est que c'était 4 millions, quelque chose comme ça. Mais le jour où on finit son chantier, quand il dépose la truelle, je lui donne 1,4 million. Il me disait que ça fait plus de 15 ans qu'il travaillait, mais il n'a jamais fini un chantier avec même 500 000. Wow. Donc, il vient me voir. Quand il finit de payer ses ouvriers, c'est 200 000. Donc, il a encore 1,2 million en main. Il vient me voir et me dit, ah, boss, voilà 200 000 pour vous. Il met 200 000, c'est pourquoi c'est moi qui viens de te payer. Il dit, non, boss, vous ne pouvez pas comprendre. Depuis que je travaille là, c'est la première fois que je sors d'un chantier avec un tel montant que si vous ne prenez pas, je suis maudit. Et puis les expressions qu'on utilise en Côte d'Ivoire. Donc, je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, moi, je prends 100 000. Mais les 100 000, là, je t'encourage à aller ouvrir un compte bancaire avec. Là encore, je fais un autre déclic dans sa tête. Il prend les 1,1 million, il va ouvrir un compte avec tous les 1,1 million. Parce qu'il verra d'avoir un autre chantier, tout ça. Ouais. Mais ce monsieur a déménagé à Yopougon, à sa famille, à sa femme. Mais attends, pardon. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Oui. Quand il prend les 1,4 million au début, est-ce que le chantier il est terminé? Non, il a terminé correctement, je l'ai suivi. C'est-à-dire que, Mais les 4 millions, c'était quoi alors? en fait, c'était sa main-d'œuvre. Ok. C'est-à-dire que logiquement, on doit lui donner des acomptes pour finir le chantier. Ok. Donc, dans les 4 millions, on lui a donné son avance. Je me sais qu'il lui a donné 1,5 million pour commencer. 2 semaines après, il est venu me voir pour qu'on lui donne encore un acompte. Je lui ai dit non. Le monsieur assis à lui. Il est le chantier là. Ça fait combien de jours? Ça fait 15 jours qu'on est là. Dans mon cahier de chantier là, je connais combien d'ouvriers tu as pris. Tu les payes combien? Les maçons, tu les payes à combien? Qu'on a calculé, tu n'es pas encore à 500 000. Ok. Et lui, tu veux avance pour faire quoi? Donc, on parle là encore sur chantier. Ton argent là, c'est pas à cause de toi, le propriétaire de la maison va abandonner sa maison. C'est ça. Peut-être la maison, tu le connais, tu as son numéro. Moi, tu as mon numéro. On va pas abandonner la maison du monsieur à cause de toi. C'est un contrat qu'on a signé. Toi, on s'envoie un message sur WhatsApp. Si demain, tu penses qu'on ne donne pas ton argent, tu peux m'accoyer au commissariat. Mais ton argent là, je te donnerai en fonction de tes besoins. C'est Donc, ça. il faut commencer à organiser ton argent. Ton argent, c'est vrai que souvent, vous plaignez du fait qu'il y a des propriétaires et des gens, des ingénieurs, comme nous, des techniciens qui gardent votre argent et puis ils ne vous reversent pas. Mais moi, ça n'arrivera pas. Si tu veux, on a déjà échangé sur WhatsApp. On était d'accord sur le montant. Considère que c'est un contrat. C'est-à-dire que chaque fois que je te donne un montant, tu as vu que quand je t'envoie le montant là, j'ai laissé les traces sur WhatsApp. Oui. Donc, on est en train de défalquer. Si on a un souci, on peut régler On avec. ressort les traces. Sur les traces. Donc, ne t'inquiète pas, tu auras ton argent enfin. Donc, on leur donne des acomptes jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, à la fin des travaux, le jour où il a déposé la truelle, il lui restait 1,4 million. 4. Ok, je comprends. Donc, on lui a bien. donné 1,4 million à la fin des travaux. Il a payé ses ouvriers 200 000. Il lui restait maintenant 1,2 million. C'est dans 1,2 million qu'il est venu me donner 200 000 en guise de remerciement. Et moi, en retour, je lui ai donné 100 000 pour qu'il aille ouvrir un compte bancaire. Ok. Mais il allait déposer 1,1 million sur le compte bancaire. Il allait ouvrir systématiquement. Je me rappelle que c'était un samedi, je n'ai pas exactement la date. Il allait déposer tout l'argent. Ouais. Et il s'est donné un niveau de vie. Il a quitté, quitté là où il la était. baraque de la Oui, parce Palmeraie. qu'en fait, quand il a commencé le chantier avec moi, il s'est dit, parce que généralement, quand je leur donne l'avance là, ils deviennent ce qu'on appelle à Abidjan, ils sont dans le pharo.
Parce que c'est son argent. Donc, parce que ça finit pas, il finit pas de faire la fête. Mais après, il s'est rendu compte que faire la fête, ça ne l'arrange pas lui-même. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à économiser son argent. Donc, même quand il sort du chantier, il avait encore de l'argent. Donc, il s'est donné un niveau de vie. Il s'est dit, c'est que le boss dit, c'est vrai. À l'époque, il était encore seul. Là où il vivait, là. Lui, il revient le soir. Lui et madame, 1000 francs, 1500, ça le suffisait. Sa baraque. Donc, c'est comme ça qu'il a démarré à Yopougon. Il a commencé à donner l'an des marchés à madame régulièrement. Quand le mois finit, il donne l'an des popotes, paye la maison. Et puis maintenant, il y a son transport. Il a commencé à économiser. Quand je l'ai vu, après ça, il vient d'acheter un Woro qui faisait, qu'on a failli à Bata. Et tu as vu que ta vie a commencé à changer. Ouais. Donc, il faut leur parler. En fait, c'est parce qu'on ne les forme pas qu'ils ne savent pas. Ils sont des entreprises qui ne savent pas. Donc, du coup, ils pensent que quand on leur donne l'avance, il faut qu'ils dépensent tout. Voilà le problème qu'on a avec eux. Bien, je vois. Merci. Et pour toi, quelles sont les autres erreurs qu'on retrouve dans la construction même, dans les normes de construction? En fait, quand on revient à ce que je disais, c'est que généralement, on pense que la construction s'est faite comme ça. C'est-à-dire que si moi et toi, on a construit une maison, le maçon qui a construit notre maison, le voisin vient le voir et lui demande de construire sa maison. Ce que les gens oublient, c'est que c'est peut-être que toi et moi, notre maison, là, il y avait quelqu'un qui donnait des instructions à ses ouvriers. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien fait. Oui. L'erreur que les gens font, souvent tu cherches à approfondir, on te dira tout de suite, mais non, mais est-ce qu'en Égypte, ils ont construit des ingénieurs? Je parle de l'Antiquité. Oui. Est-ce que les pyramides en Égypte ont été construites par des ingénieurs, par des architectes? Vous nous emmerdez, ces maisons-là tiennent. Non, je réponds aux gens, non. C'est une méconnaissance des choses. Retournons à nos villages, même ici, en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui savent un peu, quand vous êtes dans votre village, est-ce que dans le village où vous êtes dans votre village, tout le monde construit une maison? Il y a des initiés à qui on a donné des rudiments, qui ont des bases. Dans les villages, tout le monde ne construit pas. Il y a des gens qui ont construit dans un village. C'est eux qui font l'ossature. On va aller voir Kwame ou bien Kwadwo dans le village. C'est lui qui est l'initié, qui maîtrise la structure. Ça a été passé de génération en génération. C'est-à-dire que lui, il sait. Il n'a pas fait des calculs mathématiques comme nous, mais il sait qu'ici, si on met un pilier avec les fouches, il faut mettre, quand on fait un appartement au village, par exemple, il sait que, je dis, la centrale, là où il y a les deux fouches qui sont les plus grandes, ça doit être un gros tronc d'arbre. Mais c'est une poutre, on va l'appeler poutre aujourd'hui. C'est ça. Mais il sait qu'il faut que ce soit costaud pour que ça résiste au vent. Quand il va faire l'appartement, il va calculer la distance entre le sol et le dessus de la paillote pour ne pas que le vent cisaille pour soulever ça pour partir. Oui. Tout ça, on lui a transmis de génération en génération. Il n'a pas forcément les calculs que nous on a, mais tout le monde ne construit pas. Une maison doit être construite selon des règles. C'est ça. Donc, même quand on parle de pyramides, là, c'est des gens qui étaient intelligents. C'est des gens qui sont passés de génération en génération. Les initiés. Donc, c'est les initiés. Donc, ils avaient des rudiments, ils avaient des techniques de construction. La construction, là où vous voulez construire une maison, voyez, comme je dis toujours, à Côte d'Ivoire, la porte d'entrée d'un projet, c'est un architecte. Vous avez un architecte, en fonction de ce que vous allez lui dire, il va chercher un ingénieur, il va chercher tous les autres experts pour venir l'aider à arranger votre projet pour qu'il soit dans les normes. À l'époque, par exemple, vous allez voir, dans un village, ils vont construire une maison, par exemple, sans chaînage bas, sans poteau et tout ça. C'est quoi le chaînage bas? Le chaînage bas, c'est le béton, c'est le dernier béton qui ceinture un bâtiment au-dessus des briques qu'on met au sol, qu'on enterre au sol. C'est ce qu'on appelle fondation. C'est le béton qui couronne la fondation. C'est ça qu'on appelle le chaînage bas. Si vous regardez les maisons du village, généralement, il n'y en avait pas. Mais vous allez voir, par contre, que généralement, au village, qu'on faisait ça, vous allez voir la différence entre les agglos du bas, c'est-à-dire les briques du bas et les briques du haut. Vous allez voir un petit décalage. Ça veut dire que les briques du bas étaient plus grosses que celles qu'on mettait au-dessus. Il y avait des techniques de pierre que les gens utilisaient en dessous de ces fondations-là. Il y avait les techniques et puis le ciment. Aujourd'hui, la technique que les gens utilisent aujourd'hui avec les fils à plomb qui ne sont pas forcément justes et tout ça, les murs ne sont pas toujours droits. À l'époque, les gens utilisaient les fils à plomb. C'est le meilleur matériau pour faire ce qu'on appelle un mur à plomb. Pour qu'un mur soit verticalement correct, c'est ce fil à plomb-là qu'on utilise. Quand tu arrives dans la zone de Korogo, les maçons, il faut continuer d'utiliser ça. Et ça rend les murs droits. Donc, les erreurs courantes qu'on a, c'est que les gens ne veulent pas respecter les normes sans qu'ils ne sachent les dégâts que ça leur apporte. Moi, j'ai un ami qui m'a convié sur un bâtiment à Lokodjoro, Yopougon. Le bâtiment avait seulement 3 ans. Le bâtiment a 3 ans. Mais ils ont construit le bâtiment. Ils ont
confie la construction d'un bâtiment R+2 à des gens qui ne sont pas forcément des sachants, des professionnels. Mais la dame, elle est professeure à l'université de Cody, Félix Wauboin. Avant qu'on arrive, elle avait déjà commis le laboratoire national, le LBTP, pour faire une étude pour voir si la structure allait tenir. Mais quand tu lis le rapport de LBTP, là, pratiquement, on doit reconstruire la maison, renforcer tel poteau, renforcer telle poutre. Je veux dire, finalement, on découpait, on éventrait la maison pour mettre plein de béton partout. Or, si elle avait consulté des gens, Des sachants, elle aurait évité ça. Parce que quand tu vois la maison, moi j'ai vu la maison ressemble à une maison qui a plus de 30 ans. Waouh. Parce qu'elle est devenue vieillissante. On est rentré dans une pièce, même dans deux pièces, puis c'est des appartements. Les gens avaient déjà déménagé, mais il y avait une poutre même qui avait déjà explosé dans cette coupe. Il y avait plein de fissures un peu partout. Donc, les erreurs qu'on commet, c'est de ne pas prendre des spécialistes pour construire nos maisons. Vous savez, moi, souvent, je vais dans la vie courante. Hein. Moi, je ne suis pas chauffeur professionnel. Moi et toi ne sommes pas chauffeurs professionnels. On conduit, c'est vrai. Mais ce que le chauffeur professionnel, qui est vraiment professionnel, n'est pas celui qui roule à Abidjan. Le chauffeur professionnel, c'est ce qu'il va faire. Et nous, on va faire. Ça ne va pas être pareil. C'est clair. Ça ne va pas être pareil. Moi, j'ai travaillé un peu dans les institutions. Là-bas, quand on forme les chauffeurs, ils ont une limitation de vitesse. Et par expérience, on leur a dit, si vous êtes en race campagne, roulez à 80 maximum. Quand vous rentrez dans un village, on leur donne les règles. Mais est-ce que tu... Quand tu prends les statistiques encore du West, tu vois que les organismes là sont les rares personnes impliquées dans les accidents. Oui. Ils ne sont pas impliqués dans les accidents. On leur a appris des rudiments. Donc, du coup, les chauffeurs là, respectent la limitation. Il y en a même qui renvoient des chauffeurs qui dépassent, puisqu'ils ont mis des GPS. C'est ça. Dès qu'ils dépassent, on dit, garde la voiture là où tu es. On t'envoie un autre chauffeur, on t'envoie à Abidjan. Wow. Oui, ça arrive. Oui, parce qu'ils ont le GPS ici, tu es en train de dépasser la vitesse autorisée. Il reçoit une alerte. Il reçoit une alerte, garde où tu es. Il renvoie un chauffeur qui va te prendre pour amener à Abidjan et puis un autre continue la mission. Wow. Pour dire que tant qu'on ne respecte pas les normes, on se met nous-mêmes en danger. Quand tu prends Abidjan, par exemple, les fuites d'eau dans les maisons, ça rend les maisons dégueulasses. L'électricité, les prises qui ne marchent plus. Je dis, il y a plein de choses comme ça qui, rapidement, ne marchent pas. C'est parce qu'on n'a pas pris le matériau de bonne qualité, on n'a pas pris les ouvriers ou les experts, les professionnels nécessaires pour faire ces travaux-là. Donc, il y a tellement de suspicions, d'erreurs, mais l'erreur commence toujours par le début. Il faut prendre des gens, ils vont te quantifier tout de façon correcte. Et tes murs seront corrects, ton électricité sera correcte. Je dis, tout ce que tu as fait dans la maison va être juste. Il y a des ouvriers qui ne savent pas qu'avant de mettre carreau, il faut avoir branché la plomberie pour essayer les tuyaux, pour voir s'il n'y a pas de fuite quelque part. Oui. Il finit de faire le carrelage, il met ça coule. Un matin, tu vois qu'il y a l'eau qui sort quelque part. Au lieu de casser le carreau. Et à ce moment, j'ai un ami qui doit payer une facture de 179 000 pour la SODECI. Wow. Et il ne sait même pas où la fuite se trouve. On ne sait pas encore. Donc, quand on a obéi de faire un autre passage de tuyauterie. C'est compliqué en fait. Je dis ces erreurs-là. Quand vous voyez un chantier réussi, c'est que c'est un chantier suivi. C'est qu'il y a un ingénieur, il y a un technicien, l'architecte est là. L'architecte a conçu son plan, il ne veut pas qu'on défigure ce qu'il a prévu. L'ingénieur est là pour respecter. On doit mettre un poteau ici, on le met là. On doit mettre une poutre là, on met là. On doit mettre... Je dis, un chantier doit être suivi. Non seulement par le propriétaire, parce que ce qui arrive souvent au propriétaire, c'est qu'il y a des propriétaires qui sont négligents. Je dis aux gens, chaque fois que tu investis ton argent, il faut être là. Oui. Chaque fois que tu investis dans n'importe quel domaine, il faut être là. Même s'il y a déjà un architecte et un ingénieur. Mais il faut être là, c'est ta maison. Pendant qu'on est en train de construire la maison, là, tu peux avoir des modifications. Oui. Tu peux avoir des choses qui ne te plaisent pas. C'est vrai que tu avais vu la 3D, on t'avait tout montré, ça ne t'avait plu. Mais tu vois, dans la fonctionnalité, ça ne te plaît pas. Donc, il y a des modifications à faire. Ou bien les gens sont en train de rater ce que toi t'avais pensé. Donc, un propriétaire doit passer régulièrement. Mais en même temps, quand tu dois passer, là, c'est pas, on ne vient pas sur un chantier surprise. On ne surprend pas les gens sur un chantier. C'est planifié. Oui. Monsieur Kounan, j'ai dit, je vais passer sur votre chantier entre midi et 13h. Est-ce que vous pouvez être là? On va voir ensemble. Parce que ce qui se passe quand vous allez derrière tout le monde, comme si vous allez chercher des choses qui ont mal fait. C'est le maçon qui va te conseiller maintenant. Non seulement le maçon va vous conseiller, mais en fait, vous pouvez voir des choses qui peut-être attendaient d'être corrigées, que vous voyez. Mais si on n'a pas donné d'explication, vous ne savez pas que ça devait être corrigé. Oui. Parce que vous avez, par exemple, une porte de 1 mètre. Les gens ont fait, par exemple, 1,20 m ou bien ils ont fait 70 cm. Mais ça, il a déjà peut-être donné l'instruction pour que les gens fassent après. Mais si tu n'as pas posé les questions pendant qu'ils sont là, que tu t'en vas visiter, toi seul, tu n'as pas les réponses. Et souvent, quand on envoie des mails ou bien des WhatsApp à tout le monde dans tout le groupe, et puis tout le monde s'alarme. Or, si tu étais là, la visite doit être faite avec les acteurs. Vous faites le tout ensemble, vous posez les questions, vous répondez. Oui.
C'est comme ça que les visites doivent se passer. Un propriétaire doit visiter son chantier. Je dis souvent, par exemple, prenons les VTC en Côte d'Ivoire. Je suis fonctionnaire, et puis je vais faire un peu de VTC. Je suis salarié, parce que je vais dire, j'ai envie de m'exercer. Mais chaque fois que le chauffeur ou les chauffeurs estiment que c'est une seconde activité pour moi, mais ils font ce qu'ils veulent. Oui. Toutes les activités qu'on fait, on doit les suivre. Vous dites au gars, mon véhicule sort à 6 heures. À 19 heures, je vais ma recette. À 19 heures, tant qu'ils n'ont pas envoyé sa recette, mais il ne peut pas dormir. Il y a des gens qui mettent dans les VTC encore les GPS pour éteindre la voiture à distance. Ouais. Il éteint la voiture, tu ne peux plus allumer. Parce qu'en fait, si tu fais un business qui n'est pas rigoureux dessus, tu penses que bon, c'est une seconde activité, les gens gèrent, mais après, elle tombe. Cette activité-là va tomber. Vous faites une activité, il faut être là. Vous construisez une maison, il faut que vous visitez le propriétaire. Mais je vois des fissures là, ils vont t'expliquer. Je vois ce mur-là, il est un peu tordu, ils vont t'expliquer. On doit t'expliquer. Donc, il faut aller visiter régulièrement ton chantier, ne pas être surpris après. Parce que si tu n'as pas suivi le chantier, qu'il y a des dépassements, il y a des malfaçons, tu les règles comment? Le propriétaire doit être régulièrement sur le chantier. C'est-à-dire qu'il y a l'architecte, il y a l'ingénieur, mais il faut vous donner des temps. C'est pour ça que quand les gens n'ont pas le temps, ils prennent encore ce qu'on appelle un assistant à la maîtrise d'ouvrage, parce que le propriétaire est le maître d'ouvrage. Il peut prendre un ingénieur qui est son œil. Il dit, monsieur Kounan, est-ce que vous pensez que ça là, c'est bien fait? Il dit, non, ça c'est moi et lui. Il dit, non, ça c'est pas bien fait. Ou bien, un ingénieur peut aider le propriétaire à diminuer le coût. C'est assistant à la maîtrise d'ouvrage. Tu vois, l'histoire que j'expliquais, transformer là en assistant à la maîtrise d'ouvrage pour le propriétaire, ça c'est trop élevé, ça c'est trop élevé, ça c'est trop élevé. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas outillé, prenez des gens. En fait, généralement, on pense qu'on va dépenser trop, donc ils ont peur. Mais en réalité, si tu prends des gens qui sont sachants, ça te donne le juste prix de ce que tu dois exécuter. Et tu n'as pas de surprise. Non, pas de coûts cachés. Tu n'as pas de surprise. Parce que tu sais, on t'a tout dit, on t'a dit tous les montants. Celui qui a fait la conception, celui qui va suivre ta maison, là, ça fait 12 millions. Si c'est bien fait, là, vous allez faire ça à 12 millions. Mais si on t'a rien dit, tu dis que tu as pris l'ouvrier du quartier, on t'a dit que lui, il avait fait la maison du gars là à 10 millions. Vous commencez à faire. Votre maison là, vous l'avez fait à 25 millions. C'est ta maison, tu peux pas l'abandonner. Tu te retrouves à 25 millions. Il y a plein de maisons comme ça. Et aujourd'hui, quels sont les acteurs qu'on doit avoir au minimum dans le processus de construction? Le minimum, comme j'ai dit. Parce que souvent, on entend parler d'entrepreneur. Celui-là, c'est qui? Est-ce que c'est l'ingénieur qui est l'entrepreneur? C'est qui finalement? Non. En fait, le premier acteur en Côte d'Ivoire, c'est un architecte. C'est-à-dire que si vous voulez construire en Côte d'Ivoire, en zone urbaine surtout, parce qu'en zone rurale, dans mon village, si ce n'est pas encore loti que je construis ma maison là-bas, mais si tu es en zone urbaine avec un lotissement correct, dont tu as besoin de plan, tu as besoin de permis de construire, il te faut un architecte. Et en fonction de la complexité, on aura besoin d'un ingénieur ou pas. Est-ce que l'architecte, il est censé passer aussi sur le chantier? Oui, c'est ce que je disais tantôt. L'architecte, là, son rôle premier, c'est de faire ce qu'on appelle le suivi architectural. C'est-à-dire que moi, j'ai conçu une maison. Prenez par exemple Versus Bank. Ce n'est pas que la 3D qui fait. Non. Vous voyez par exemple Versus Bank, ils ont pratiquement la même architecture. Quand tu vois du plateau, tu vas en zone 4, ils ont la même architecture. C'est la signature de l'architecte. C'est-à-dire que si l'architecte n'a pas suivi l'entrepreneur dont tu parlais, c'est-à-dire que ça peut être, on pourrait donner directement le chantier à un maçon ou à un entrepreneur, quelqu'un qui a construit son entreprise pour faire seulement ce qu'on appelle la construction. Lui ne fait que la construction. Donc l'architecte est là pour lui dire, je veux cet acte. Un peu comme ce que PFO fait. Voilà, lui il ne fait que construire. L'exécution. C'est une entreprise d'exécution. Donc l'architecte doit être là pour lui dire de garder, par exemple, les trous. Quand tu vois Versus, là, il y a ces trous qu'il fait dans les dalles. L'architecte est là pour s'assurer qu'il a fait ces angles-là comme il veut. Mais ensuite, avec une complexité pareille, il te faut un ingénieur pour te dire que la dalle, là, on l'a fait sortir de 2 mètres, sans poteau. Quel fer on met dedans, quel béton on met dedans pour que ça puisse tenir. D'accord, merci. Mais en fait, là, ça me fait sourire parce que est-ce que cette information, de base, un architecte là, ou bien c'est ça qui fait partie même de la compétence même de l'ingénieur? Oui, mais c'est la compétence de l'ingénieur. En fait, pendant la conception, c'est pour ça que j'ai dit qu'une fois que tu es rentré chez l'architecte, avec ton projet, quand il commence à concevoir, en fonction de la complexité, il va chercher un ingénieur. Il va dire, le propriétaire dit, il veut que sa dalle la sorte un peu de 2 mètres, sans poteau. Mais moi, j'ai envie de faire quelque chose de très fin. J'ai envie de faire, par exemple, une dalle qui sort de 13, parce que le minimum de dalle, c'est 13 cm. Est-ce que tu penses que à 2 mètres d'épaisseur, par exemple, c'est le minimum?
que les bureaux, les BCT là acceptent. C'est-à-dire que c'est la norme actuellement. C'est 13 cm, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas venir en dessous. Ok. Avant, c'était 10, mais maintenant, c'est passé à 13. Ok. Donc, l'architecte dit, lui, il n'a pas envie de faire un truc trop gros. Il faut que ça sorte joli. Mhm. Donc, il va demander à l'ingénieur, est-ce que si tu calcules avec ça, ça peut ne pas tomber? Donc, l'ingénieur va rentrer dans ses calculs, il va faire, il va dire non, il faut augmenter un peu ou bien ça passe. Il va lui dire, par exemple, les 13 là sont trop limites, augmente la dalle à 15 par exemple, pour que ça puisse tenir à le fer qu'on va mettre dedans. Donc, voilà comment l'architecte et l'ingénieur travaillent pour que les projets sortent. C'est comme ça que les deux fonctionnent. C'est-à-dire qu'il fait sa conception, il soumet à un ingénieur, l'ingénieur voit est-ce que ça peut tenir avec ce qu'il veut faire, il va lui dire ça peut tenir, et en ce moment-là, il continue son projet jusqu'à ce que le projet soit dans la phase de discussion. Donc, l'architecte va venir regarder toutes ces figures qu'il a fait, l'ingénieur va venir s'assurer que le fait qu'il avait prévu au début, là, c'est ce qui est en train d'être exécuté pour ne pas que ça tombe. Parce que si tu viens mettre un autre ferraillage dedans, on n'est pas sûr que ça va tenir. Donc, les deux viennent s'assurer que ce qu'ils ont prévu fonctionne. Si c'est un projet important où on avait pris un ingénieur électrique, c'est la même chose qu'il fait. Parce qu'il y a un bilan de puissance qu'il a fait. Il s'est dit, moi, dans ce bâtiment, il va y avoir 2 tableaux, 4 tableaux, 5 tableaux. Ça va être réparti. Pour l'étage 1, voilà. Mais il y a le câblage qu'il faut, les sections qu'il faut. Mais si on ne vient pas faire ça comme il a prévu, tu vas avoir des courts-circuits ou bien tu vas avoir tout ce les baisses de tension et tout ça. Donc, c'est pour ça que tous ces éléments-là viennent pour s'assurer que ça fonctionne effectivement. Ok. Mais avec tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu proposes des formations? Ou est-ce que tu as le temps de former? Ouais, j'ai le temps de former. Tu sais, à l'époque, je faisais beaucoup de formations. Actuellement, mon temps ne me permet pas. Mais je suis en train de voir d'ici la mi de cette année-là, je vais recommencer encore. Ok. Voilà. Continue de former. Ouais, je sais que moi, j'ai fait plein de formations. Je suis en train de préparer d'autres formations, en fait. Ok. Je suis en train de préparer des formations. Ça va être en ligne, ça va être en présentiel, ça va être sur des chantiers. Voilà, donc je suis en train de préparer quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a qui ont besoin de chantiers, il y en a qui ont besoin de théorie. Donc, c'est le tout, en fait. Là-dessus. Aujourd'hui, souvent, on voit de nouvelles constructions. Après que la réalisation soit faite, on observe quelques fissures dans les murs. Certains expliquent que c'est souvent normal que ça arrive. Ça me fait sourire parce que souvent, on entend une expression que le bâtiment est descendu. Ok. Et on entend cette expression, non. En fait, c'est des mauvaises dispositions qu'ils ont prises, c'est pour ça qu'il y a des fissures. Ok. Il y a 2 catégories de fissures. La première catégorie de fissures, c'est que tu n'as pas mis, je vais dire, soit les briques là où il faut, tu n'as pas mis le béton là où il faut. Voilà l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'est les appuis des fenêtres. Ça veut dire que logiquement, il y a un petit béton qu'on met sous les fenêtres. Vous allez remarquer que généralement, je suis en train de parler, les gens peuvent aller vérifier chez eux. S'ils n'ont pas mis d'appui de fenêtre, vous allez voir une fissure à 45 degrés comme ça au bout de la fenêtre qui descend. C'est parce qu'on n'a pas mis de béton. Ça arrive généralement dans les constructions en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne les respecte pas. Ça, c'est une question de norme. Il faut mettre un béton là parce qu'il y a un appui. La fenêtre là, ça appuie sur le mur. Dans un aglo là, vous allez voir, les 2 côtés des fenêtres là sont fissurés à 45 degrés. Ok. Donc, c'est une question de normes. Si tu as mis ton béton, si tu as respecté les normes, tu n'auras pas ça. Maintenant, la deuxième catégorie de fissures, souvent, on voit un mur qui se caille un peu, ou bien c'est des fissures légères. Le premier ennemi dans le bâtiment, c'est l'argile. Okay. Si tu n'as pas tamisé ton sable, que tu as pris un mauvais sable, tu vas voir que ton mur est un peu écaillé de partout. C'est pour ça qu'il faut tamiser, il faut s'assurer. Souvent, quand la problématique reviendra toujours. Un bâtiment, là, c'est pour la vie. Sur les grands chantiers institutionnels, là, on va faire des tests au laboratoire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'argile dans le sable. Okay. Il y a des sables même qu'on lave. Okay. Il y a du gravier. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de saleté dans le gravier, dans le sable et tout ça pour avoir un bon. Même l'eau, on ne prépare pas l'eau comme ça. Si l'eau contient des agents chimiques, ça va attaquer le fer. Donc tout ça, on doit s'assurer que c'est de bonne qualité. Donc voilà principalement les fissures, d'où les fissures viennent. Le poteau n'est pas mis là où il faut. Le mur n'a pas été monté comme il faut, soit il n'est pas droit, donc il est en train de s'incliner déjà, il s'est fissu, ou la fondation n'est pas bonne, donc ça descend. Parce que quand on te dit que normalement, si tu as bien construit, il ne descend pas. On n'a pas eu de mouvement de terre, il descend pour aller où? Donc tu dois avoir pris en compte tous ces éléments. Donc un bâtiment qu'on vient de construire, normalement, c'est fissu pas. Quand c'est fissu, c'est qu'il y a eu un défaut de construction quelque part. Ok. Voilà. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je pense que tu as passé la barre de combien d'abonnés? Je suis à 100. Je suis à plus de 100 000. Plus de 100 000 abonnés. Ouais.
et tu parles principalement que de bâtiments. La question que je te pose, quel est le feedback que toi tu as de cela? Comment tu le comprends? Est-ce que tu comprends cela comme le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à tout ce qui est en lien avec la construction du bâtiment, ou bien quand tu analyses un peu le profil des personnes qui sont abonnées, tu t'aperçois peut-être que ce sont des personnes qui sont que des professionnels du bâtiment? Non, je n'ai pas que les professionnels, dans tous les cas, on n'est même pas nombreux. Les professionnels du bâtiment ne sont pas nombreux. En fait, cette question, je vais répondre à cette question à deux volets. Tu sais, ce qu'on nous a toujours reproché, c'est que nous, en tant qu'ingénieurs, architectes et autres, nous sommes loin de la population. C'est le vrai reproche qu'on nous fait. Ce n'est pas forcément faux. En fait, c'est ce déficit-là qui a fait que je crée ma page, même en fait, que je dédie ma page à tout le monde. Mais je t'assure, je vais te raconter une histoire. C'est pour ça qu'il répond à deux volets. Les professionnels eux-mêmes, quand j'ouvre la page et que je commence à parler, mais je t'assure que mon téléphone, mon WhatsApp, mon inbox, mais c'est des plaintes. Je ne comprends pas. Il me dit, tu as quoi? Tu veux désacraliser le métier? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, ok. Je suis étonné. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, les professionnels se Les plaignent? professionnels qui se plaignent. Ok. Moi, je me rappelle un soir, j'ai fait un post à 19h. À 19h11, j'ai un message virulent à la limite dans mon inbox. Je me rappelle bien de cette publication. Parce que je mets dans cette publication, je dis que si tu veux concevoir toi-même tes propres briques, si tu prends un paquet de ciment pour des briques 15 pleines, tu te retrouves autour de 18 à 20 briques. C'est ce que tu mets dans la C'est publication. ce qui est mis dans la publication. Si tu veux faire des briques creuses de 15 pour un paquet de ciment de 50 kilos, tu peux, normalement, maximum, tu as le trouver autour de 25. Souvent, il y en a qui s'étaient pour à 28, mais c'est 25 pour que ça reste dans les normes. Mais il me dit, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Comme c'est un ami, par respect, j'ai supprimé le post. Je le dis. Beaucoup, souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'il y en a qui se sont rendus compte, qu'on m'a commenté. Mais j'ai supprimé le post, par respect pour lui. Mais après, je lui explique en réalité, ce que je viens de dire là, ça est sur YouTube, ça est sur Internet. Je dis, si le quelqu'un est curieux, je n'invente rien même. C'est ça, c'est rien. C'est juste que, comme j'ai une communauté, je les entretiens avec ça. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec. Mais pourquoi vous voulez l'opacité même? Je vais voir lui après. Mais ça m'a marqué profondément. J'ai été choqué en fait. En fait, pour dire simplement que ce qu'on nous reproche n'est pas forcément faux. On veut créer de l'opacité, pourquoi? Oui. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis ingénieur. Quelqu'un me sollicite, par exemple, pour faire sa maison. Quand je finis de faire le devis, sa maison fait 12 millions. Mais il y a forcément un bénéfice que j'ai dedans. Moi, je ne suis pas un philanthrope. Je n'ai pas dit que moi, en tant que Fauchard, je suis une ONG. Non. C'est ça. Si quelqu'un me sollicite pour dire, je veux que tu fasses le suivi de mon chantier, je veux que tu passes là-bas tous les samedis. Je lui dis, par exemple, avec 2 millions, ça ne me paye de payer mon carburant 21 millions. Mais je lui dis, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent forcément cacher. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher même. Et puis, cacher même ne nous arrange vraiment pas. Oui. Dis à un individu que si tu prends un paquet de ciment, si tu suis, le gars va te faire sortir 20 briques, entre 18 et 20 paquets. Quel crime j'ai commis? Donc, en fait, nous, on s'éloigne plus des propriétaires et des futurs propriétaires. Donc, ils ne font pas confiance, en fait. Or, pour qu'on te fasse confiance, il faut lui expliquer de façon transparente ce que tu es en train de faire. Si tu n'arrives pas à expliquer de façon transparente, je dis, on ne comprend pas ce que tu fais. Tu dis à quelqu'un, moi, je vais construire ta maison là, à temps. Mais c'est qui t'a donné un bénéfice. Pourquoi? Il y a quoi à cacher? Donc, pour les propriétaires, en fait, comme il dit, ils nous trouvent loin. Donc, la plupart des gens qui sont sur ma page, ils sont curieux de savoir des pratiques qu'ils n'ont forcément pas pensé. Si vous faites ça, vous allez économiser. Si vous faites ça, vous allez économiser. Quand il dit à quelqu'un, par exemple, si tu veux construire une maison, va prendre tes renseignements. Si on dit à quelqu'un que tu peux construire, par exemple, une maison à Abidjan à 3 millions, il suffit simplement d'être curieux. Tu vois un architecte, tu lui dis, moi, je veux faire 2 chambres salon. Quand tu fais le débrouillé sec, là, toi, tu vas dans le commerce, tu demandes. Si tu as demandé, c'est vraiment 3 millions, tu sais, c'est 3 millions. On n'a pas besoin de chercher à blaguer les gens. Quand on a fini de faire tout pour toi, tu as tous les détails pour finir ta maison. La tôle va coûter combien? Ta maison a besoin de combien de tôles? Ça va être 18 tôles. Quand tu es dans voilà, si c'est 18 tôles là, si tu veux, il ne faut pas payer 18 tôles, il faut payer 10. Si tu as payé 10, que ça suffit, tu as gagné 18, tu as gagné 8. C'est clair. Vous comprenez un peu? Donc, on n'a pas besoin. Même quand on te dit que tu vas utiliser 20 tonnes de ciment, tu ne payes pas les 20 tonnes. Tu payes 2 tonnes, 5 tonnes. Si tu n'es pas arrivé à 18 tonnes, tu as économisé. Donc, il faut que nous-mêmes, on maîtrise ce qu'on va notre construction. Parce que, en fait, généralement, on ne maîtrise pas ça
et on écoute les gens. Un propriétaire doit lui-même chercher à maîtriser. Souvent, c'est pas que tu n'as pas le temps que tu veux confier à quelqu'un pour construire. Mais quand tu construis, là, quand tu as fini de faire l'évaluation toi-même, tu te dis que la maison, le logement, si moi, je veux construire, je suis là, il a construit à 7 ou 8 millions. Si un entrepreneur dit va me construire à 10 millions, bon, c'est un métier de 2 millions ou bien 1 million, ça ne me dérange pas plus que ça. Au moins, tu sais. Et puis, il y a souvent des imprévus qui vont venir te dire, bon, OK, il va avoir des bénéfices. Mais tant que tu as fait cet exercice, tu as toujours estimé que les gens sont chers. Donc, le conseil que je donne, un peu, ma page vit uniquement de ça. Hein. Je suis toujours en train de donner des conseils, des astuces, il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas que les collègues, les professionnels pensent, que les gens pensent qu'on est, on va dire, nous sommes des philanthropes. Non, tu as un bénéfice à avoir. Mais il faut que ton devis là soit suffisamment clair. Je disais la dernière fois, j'ai pris un exemple. Tu dis à un propriétaire, comme on a descendu un peu la toiture par rapport à l'autre, on va faire un béquet. Le monsieur va te demander béquet là, c'est quoi? Tu lui expliques. Oui. Non, mais on dit non, c'est un thème technique, c'est pas pour être. Non! Tu lui dis simplement, pour un problème d'étanchéité entre les deux murs, on met ça derrière, quand la pluie va tomber dessus, ça va redescendre. Tu lui expliques pour qu'il comprenne. Une fois qu'il a compris là, et je vais terminer dessus pour dire, est-ce que les gens pensent fondamentalement, à part peut-être ceux qui font peut-être du blanchiment d'argent, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez fondamentalement que quelqu'un qui veut construire sa maison, il veut vraiment que sa maison s'effondre? Est-ce qu'il veut qu'il y ait des fissures? Est-ce qu'il veut qu'il y ait des écoulements d'eau? Est-ce qu'il veut que l'électricité ne marche pas? Non. Mais quand on est en train d'investir son argent, son premier objectif, là, il faut que sa maison soit la plus belle possible. Pour que dans 10 ans, 15 ans, ça prenne de la valeur. Et s'il a envie de vendre, il vend. Donc, il ne faut pas qu'on pense que les propriétaires, là, ils ont envie de jeter leur argent, mais ils ne connaissent rien. Si tu as expliqué les biens fondés de quelqu'un qui construit sa maison, qu'il a bien compris, même si c'est 1 milliard, il met son argent, il n'a pas peur. Mais vous ne voulez pas expliquer. Quand on parle, vous dites que c'est technique. Les propriétaires aussi, là, allez-y vous-même à la source. Aujourd'hui, comme ça, là, il y a un ordre des architectes. Allez à l'ordre des architectes pour dire, la liste, si vous allez là-bas, là, il y a la liste des architectes. Ce n'est pas s'ils sont 152, s'ils ont bougé. Tu t'en vas. Quand tu prends un là, tu vas regarder à peu près quel projet il a fait. Si c'est dans le feeling, tu le sollicites. Les ingénieurs, à la chambre des ingénieurs conseillent. Les experts géomètres, là, il faut aller vers la profession aussi. Parce qu'on n'investit pas son argent comme ça. Comment il veut détruire mon argent à la banque là? Il va vers une banque. Il n'appelle pas à la banque pour dire viens vers moi. Non. Il faut que les propriétaires aussi. C'est vrai qu'on nous reproche, c'est vrai, on est d'accord, on a accepté. Ce n'est pas des responsabilités. Mais en même temps, les propriétaires, là, vous voulez construire une maison durable, allez vers ceux qui vont vous aider. Ne restez pas au quartier pour dire comme il a construit, ça a marché. Souvent, on démolit des maisons par naïveté. Le ministère de la Construction, là, démolit des maisons, le minimum. Souvent, ce n'est même pas grand. Il te suffisait simplement d'aller prendre le bon renseignement pour qu'on ne démolisse pas ta maison. Puis tu as un délai de carence. On vient mettre ça. Il te suffit de régulariser ta situation pour qu'on ne démolisse pas. Ouais. Donc, c'est un peu un dans l'autre. Il faut que les propriétaires se plaignent, nous, les professionnels, on se plaignent, mais il faut que les uns vont vers les autres, vice-versa. De sorte à ce qu'on ait quelque chose de correct. Quoi. Moi, chez moi, par exemple, tous ceux qui sont là, il y a peu de tout. Hein. Il y a des professionnels, il y a beaucoup de gars qui veulent construire une maison, il y en a qui ont déjà construit des maisons. Donc, on donne des conseils à tout le monde et des astuces à tout le monde, en fait. Et je vois en fait que le fait que si tu arrives à obtenir plus de 100 000 abonnés, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu réussis bien. C'est quoi l'astuce derrière? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand même, veulent avoir, je dis, ne veulent pas qu'avoir des abonnés, mais c'est parce que plus tu as de personnes, plus tu as d'impact. Parce qu'il y a des gens qui ont un message aussi qu'ils veulent véhiculer. Quand tu regardes, après analyse, c'est quoi le secret du succès? Non, c'est une résilience. Hein. Moi, je sais. Je vous parle. Moi, je commence on va dire bavarder, je commence à animer ma page depuis avril 2020. OK. En fait, c'est ma page personnelle. Hein. Je ne parlais pas des bâtiments, je parlais de tout pourri et tout ça. Mais à partir d'avril 2020, que j'ai le déclic pour dire, bon, écoutez, je vais parler exclusivement de bâtiments, mais il faut mettre du contenu. En fait, les gens qui me suivent ont vu que ma ligne éditoriale a bougé. En fait, en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on discutait en off avant de commencer l'émission. Les gens n'aiment pas se former, les gens n'aiment pas apprendre. Moi, je me suis formé. Hein. Moi, j'ai fait formation de community manager. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. Okay. Je me suis formé régulièrement. Comment maîtriser les réseaux sociaux même là? Je me suis formé régulièrement. Non seulement il faut avoir du contenu, mais il faut voir ce qui intéresse. Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai commencé déjà par les malfaçons, parce que c'était des images gags qui faisaient rire que je publiais, mais en même temps, ils laissaient un message derrière. Oui. Ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est mal fait. En fait, les gens se rendent compte, aujourd'hui, il y a des amis qui m'envoient seulement des photos. Et que surtout, il y a tellement de malfaçons que chaque jour, je peux recevoir 10, 15 images. Okay. Mais j'ai fait évoluer. Si vous voulez, aujourd'hui, quand il fait une image, par exemple, je vais vous mettre à côté ce qu'il faut faire. Je dis, tout a évolué. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce que tu leur apportes.
Donc, je leur dis, ne faites pas ça, sinon vous risquez d'avoir ça. Parce que, généralement, les gens font des malfaçons. Je dis souvent, hein, c'est pas parce que le gars a envie de faire. Mais à un moment donné, comme c'est là que sa technique s'arrête, il a oublié de faire ça comme il a fait. Donc, en fait, c'est mes résumés, hein, ma page, comme j'ai dit, c'est des conseils, des astuces. J'ai dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui me sollicitent une boss pour les aider à faire des travaux, mais essentiellement sur ma page, c'est des conseils, des astuces que je donne. Les gens se retrouvent dedans, en fait. Il a vu ça sur un chantier, il a vu les gens étaient en train de faire, il ne comprenait pas, donc dans mon explication, il se retrouve dans ce que je dis, puis ça aide peut-être à ne pas se casser le nez une deuxième fois, parce qu'il y en a qui se sont cassés, moi, il y a plein de témoignages. Il y en a qui se sont déjà cassés, mais avec mes explications, ils disent, mais attends, si on avait fait ça au départ, on aurait dû dépenser moins, on aurait dû faire ça. Moi, j'ai une dame qui s'est fait casser son immeuble de 300 millions à Songo parce qu'elle a construit sa maison avec une lettre d'attribution. Elle ne savait rien. Souvent, j'entends des gens dire les propriétaires sont têtus, les propriétaires font exprès. Les gens ne peuvent pas imaginer ce qui arrive aux gens. C'est-à-dire, elle veut construire sa maison. Je vais taire le nom de la structure. C'est une grande structure en Côte d'Ivoire. Le gars, il est ingénieur là-bas. Il dit à la dame, comme on dit encore dans le jargon ivoirien, gère. Jusqu'à ce qu'on demande une étude de stabilité à la dame. Quand on demande une étude de stabilité, c'est-à-dire le ministère, vous n'avez pas pris un permis de construire. Donc le ministère veut s'assurer que la façon dont vous avez construit la maison là, elle ne va pas s'écrouler maintenant, elle peut tenir le temps que vous régularisez votre situation. Si vous pouvez la régulariser. On nous envoie un document, on dit arrêt les travaux immédiat. Ils ont arrêté les travaux, on leur demande de faire une étude de stabilité. Le même ingénieur dit à la dame, je gère. Elle, de façon naïve, on va dire ça comme ça, crois ce que tu lui dis. Elle s'est dit, bon, ouais, l'entreprise dans laquelle il est, son niveau, normalement, il va gérer. Malheureusement pour la dame, elle a vu que ça prenait du temps et le ministère de la Construction devenait menaçant. Elle-même, elle prend la peine d'aller voir, parce qu'en Côte d'Ivoire, pour faire l'étude de stabilité, ils ne sont pas nombreux. Hein. Elle allait voir une structure. Au moment où la structure lui donne un rendez-vous, elle a déjà dépassé le délai que le ministère a demandé. Ils sont venus démolir sa maison. Ouais. Mais même quand elle poursuit cet individu, est-ce que le gars peut rembourser ses 300 millions? Non. Elle a perdu. Donc souvent, j'entends des gens, non, les propriétaires, oui, on sait qu'il y a des propriétaires qui sont têtus, il y en a qui ne veulent pas comprendre, mais ce n'est pas tout dans tous les cas. Hein. Il y en a qui sont souvent qui sont abusés par nous autres qui travaillons dans le noir. Tu ne peux rien faire. Ouais. Tu perds, et puis bon, ça ne peut pas, comme on dit à Abidjan, à la limite, c'est une pète. Il me disait, monsieur Konan, si vous avez... Il dit, mais attestation villageoise, le gars vous a dit d'aller construire un immeuble de 300 millions. On a dit non, on n'a pas pris les renseignements. C'est pour ça qu'il dit allez vers les professionnels, prenez des informations. Si elle était venue à l'heure des architectes, elle avait rencontré un architecte ou deux, on lui aurait dit fais ton ACD, ne sois pas pressé. Fais ton ACD, après tu fais ta maison, tu vois, on ne peut pas démolir. Donc voilà un peu le cheminement qu'il faut avoir. Il faut aller aux informations pour s'assurer que on est dans la règle en fait. Ok. Quel entrepreneur ou personnalité publique t'inspire au quotidien? Il faut dire qu'en fait, moi, je suis de la team John Maxwell. J'ai cru que tu allais dire la team Paya. Hein? Non. Moi, je suis beaucoup lecture. Hein. Moi, quand j'ai rien à faire, je suis en train de lire. John Maxwell, je suis en train de chercher à lire. Peut-être que je suis à la fin. Voilà, les 21 lois irréfutables. C'est là qui déclenche tout chez moi. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à lire tous ces livres. Hein. Ok. Donc, c'est une personne que je suis. Voilà. Je lis ses romans, je sais. En fait, jusqu'à présent, celui qui arrive à toucher, quand tu vois les églises qu'il a transformées aux États-Unis, un peu son parcours, c'est quelqu'un qui parle d'impact systématique. Donc, moi, quand on reçoit des messages, je me dis, je suis en train de faire quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui se passe, on est toujours dans l'immédiat. Notre problème, c'est qu'on est dans l'immédiat. Il faut toujours se projeter. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça va t'apporter après? Voilà. Une citation? Ouais, mais la citation, moi, j'ai... Qui te motive, qui te booste? Ouais, il y a deux citations terribles. Hein. Terrible. Ouais, il y a deux citations qui me reviennent régulièrement. En fait, comme on dit, hein, ce qui coûte plus cher sur les chantiers, ce sont les erreurs. Ce qui coûte plus cher sur les chantiers, ce sont les erreurs. Il y en a qui vont plus loin, que j'utilise souvent, moins cher coûte cher. Mais en réalité, souvent tu penses que tu es en train de dépenser moins cher.
Mais malheureusement, les réparations vont être soit le double, soit le triple. Parce que tu t'imagines que tu as construit un R+3. Tu n'as même pas fait d'assurance. Tout risque. Ça s'effondre. Oui. Tu recommences à zéro. C'est dans le double déjà. C'est clair. Mais même pas le double. Tu es double multiplié par zéro. Tu dois évacuer les gravats même. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est les erreurs qui nous coûtent cher. Aujourd'hui, sur tous les effondrements qu'on a eu en Côte d'Ivoire, on ne sait pas te dire exactement pour chacun des effondrements les causes. Et ça nous met vraiment dans la difficulté. On aurait voulu que les gens nous fassent un répertoire de tous les sinistres. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement à Bata. Voilà les raisons possibles. Sur tel effondrement, voilà les raisons possibles. Mais chaque fois, on va venir nous dire que le gars n'avait pas de permis de construire. C'est trop, pour moi, c'est trop léger. Il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'on arrive à dire exactement, au moins, ce qui a pu se passer. On peut aller faire une autopsie sur les faits, la qualité du béton. Il faut un répertoire de tous les effondrements pour nous permettre, si on avait fait ça, on ne sait pas si c'est le sol qui a bougé. Mais peut-être que c'est fait et puis c'est nous qui n'avons pas les données. C'est pas disponible. OK. Il faut rendre ça public. Si c'est fait, il faut rendre public. Pour permettre aux gens de ne pas faire la même erreur. OK. Mais et quand on rend public à qui? Aux professionnels du domaine? Non, à tout le monde. OK. En fait, j'ai dit, moi, je ne pense pas que ce soit une affaire d'État. Hein. Je ne pense pas. On peut peut-être me contredire, mais je ne pense pas que ce soit une affaire d'État. OK. Un immeuble s'est effondré. Quelles sont les raisons qui ont provoqué l'effondrement? On met on a dit à la disposition du grand public, à eux de dire, bon, d'accord, ici, là, il y a eu tel problème, c'est pour ça qu'il y a eu l'effondrement. Donc, celui qui est venu investir, c'est 300, 400 millions, il prend les dispositions, il ne fait pas la même erreur. Mais on ne nous dit rien, on ne sait rien. Je dis, hein, souvent, ça peut être les plaques sédimentaires. Bon, nous, on ne maîtrise pas ça. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a bougé dans la zone. On ne sait pas. Peut-être le sol a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne nous dit pas, comment on peut savoir? Donc, il faut faire des études approfondies pour se rendre compte. Si on s'arrête au fait que c'est les mauvais matériaux que les gens ont utilisés, au moins on sait. On peut dire que c'est la qualité du béton qui n'est pas bonne. Donc, faites attention à la qualité de tel béton. C'est le fer, il a pris dans tel endroit, c'est pas bon. Faites attention à ce fer. Bon, si on ne nous dit rien. Par exemple, toi, tu construis ta maison. Tu t'en prends le même fer. Tu vas avoir les mêmes problèmes. Non, je comprends. Si on t'a dit, pour moi, de mon point de vue, ça doit être public. Parce que dans d'autres pays, on en a vu des résultats, c'est public, quoi, en fait. On sait, on ne fait plus la même erreur. Mais si on ne sait pas, on refait la même erreur, on va avoir les mêmes résultats. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin, mais il y a une question qui me vient en lien avec. Une fois, on échangeait ensemble et tu parlais de l'évolution des constructions au niveau même de la Côte d'Ivoire. Tu disais qu'il faut de plus en plus qu'il y ait des immeubles où il y a beaucoup d'appartements, plutôt que de se retrouver avec des personnes qui font des villas basses à cause de la démographie qui vraiment augmente sans cesse. Est-ce que tu peux... Oui, mais ça, même le ministère de la Construction est en train de rendre ça obligatoire. OK. En fait, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'aujourd'hui, quand tu demandes une promotion immobilière, tu as un quota d'immeubles et de maisons basses. Parce que l'étalement d'Abidjan, on sait, c'est-à-dire qu'on n'a même plus d'espace pour construire. Donc, on est obligé d'aller en hauteur. On n'a plus le choix d'aller en hauteur. C'est vrai que les Ivoiriens ne sont pas habitués aux appartements. On serait obligé de revivre de cette façon. On est obligé d'aller en appartement parce qu'on n'a plus de terre constructible. Il faut forcément aller en hauteur. Donc, on n'a plus le choix que d'aller en hauteur. Je pense que le ministère... Après une loi où, je ne sais pas, j'ai un truc comme ça dessus. Je sais que les promotions immobilières actuellement, ça doit être 20%, 80%. Il me semble qu'il doit faire 20% de maisons basses et 80% de maisons en étage. Il y a un truc comme ça dessus. Ou le contraire. Ou le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a évolué. C'est-à-dire que dès que tu demandes même à faire une promotion immobilière, l'État te dit, voilà ce que tu dois faire. On n'a plus d'espace. Donc, on construit comme on veut dire. Benjamin, mais on a fini, on a déjà arrivé à Eloka. On va traverser la lagune pour arriver à Bassam. Ouais. Donc, on n'a plus le choix que de construire de cette façon. Et puis, maximiser les espaces qu'on a. Voilà. Mais c'est vrai qu'on le dit, mais ce n'est pas venir construire des maisons sans espace de vie et tout ça. Quand tu vois actuellement, ce que la CNPS a fait à la 8e tranche, c'est le meilleur exemple. Il y a piscine, il y a espace vert. Pour le moment, c'est entretenu correctement encore par le syndic. Quand tu arrives, c'est une cité qui fait bon vivre. C'est vrai que les coûts ne sont pas accessibles à tout le monde, mais plus on va multiplier ces gens de promotion, forcément les coûts vont baisser. C'est clair. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire, il faut multiplier pour que les coûts baissent. Voilà. En fait, souvent aussi, c'est les frais cachés et tout ça. Mais le foncier est cher en Côte d'Ivoire.
C'est des détails qu'on ne prend pas en compte. Le foncier coûte cher. Et puis les matériaux coûtent cher. Il faut qu'on commence à fabriquer les matériaux en Côte d'Ivoire. Ok. De façon à faire baisser considérablement les prix. Considérablement les prix. Par exemple, le ciment, il est fait ici, non? Oui, mais tout vient de l'extérieur. On vient juste broyer ici. Ok. Tout est... Et le fer? C'est pareil. On n'a pas de mine de fer ici. On achète tout. On vient fabriquer ici, mais on achète tout. Donc, forcément, ça fait augmenter les prix. Donc, il faut qu'on arrive à commencer à fabriquer le maximum ici pour que les coûts commencent à baisser quand même. Ok, je vois. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas fabriquer sur place, on ne va pas s'en sortir. Il faut fabriquer non seulement sur place, et puis il faut que les propriétaires eux-mêmes soient exigeants. Et eux-mêmes vérifier et tout ça. Vous allez voir que les coûts vont baisser. Voilà. Un mot aux administrateurs, aux personnes du domaine. Un dernier mot aux personnes du domaine du bâtiment, et puis également aux propriétaires ou aux futurs propriétaires. Oui, le mot que je vais leur adresser, j'avais commencé déjà à le dire. En fait, nous les professionnels, on nous reproche le fait d'être loin. Moi, j'ouvre ma page. Il y en a qui ont un esprit quand même belliqueux. Souvent, ils veulent venir insulter les gens et tout ça. Quand tu commences à insulter, souvent je t'interpelle inbox, c'est quand tu insistes qu'on se dit au revoir. Mais en fait, ça permet, aujourd'hui, j'ai vu que beaucoup font comme moi, mais c'est très, 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 très difficile d'animer une page. Parce que ce que je fais, c'est une page technique. Donc, je ne peux pas prendre quelqu'un pour venir animer ma page. C'est difficile. Parce que c'est des explications techniques. C'est-à-dire que je prends, il faut que lui-même soit technicien. C'est-à-dire que si tu n'es pas ingénieur, c'est que j'explique. C'est-à-dire qu'un community manager ne peut pas expliquer forcément ce que j'explique. C'est ça. Ça va être difficile. Donc, je suis obligé moi-même d'animer ma page. C'est difficile. C'est qu'il y a des gens qui font, mais ils n'arrivent pas. Si on arrive à multiplier, à descendre dans l'arène, à parler aux gens régulièrement, la façon de voir va changer. Parce que là, je sais, celui que je vois bien, il y a Evra Kwasi qui fait comme moi, qui est ingénieur. Et puis, il y a notre architecte Bawan, la femme aux lunettes rouges, qui essaie aussi d'écouter l'architecte, de désacraliser la chose. On ne veut pas forcément vendre, mais on vient dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ça attire l'attention, ça permet aux gens d'éviter les erreurs courantes en fait. Okay. Donc plus on parle aux gens, plus ils vont avoir confiance en nous et plus ils vont solliciter les services de tout le monde. Parce que ce qui se passe, c'est que quand moi je parle, je dis non, allez voir un ingénieur. Mais ce n'est pas moi, viens voir forcément. Le Camerounais qui a entendu ça, il va voir les architectes de Cameroun, Madagascar. Moi, j'ai des abonnés de partout, du Burkina, du Mali. Il y en a plein, je reçois plein. Ils vont dans leur pays respectif. Non, tu as dit vraiment, j'allais voir un architecte. Ce n'est pas moi qu'on voit forcément. Mais ça permet à la profession d'exister et de réorganiser notre secteur. Parce que tout le monde est dans le secteur. Tout le monde est architecte, tout le monde est ingénieur. Mais non, il faut que nous, on parle. Il faut prendre la parole. Pour dire aux gens qu'en réalité, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Voilà un peu pour les professionnels. Les propriétaires et les futurs propriétaires. Je dis, on n'investit pas son argent pour perdre. Quand on investit son argent, c'est pour avoir quelque chose de qualité et de durable. Donc, quand vous investissez votre argent là, soyez sûr que vous aurez la qualité. Prenez des dispositions pour que votre investissement là soit durable et de qualité. Donc, allez vers ceux qui vont vous permettre d'avoir la qualité et la durabilité. Allez vers les professionnels. Allez vers un architecte. Il va vous concevoir votre maison. À Abidjan, toutes les maisons ont la même façade. Parce que c'est les mêmes gars qui font. Non. Si vous voyez un ingénieur, un architecte, il va vous dessiner par rapport à votre projet. Il va vous faire une façade coquette. Votre maison va être fonctionnelle. Ça va être différent. Parce que chaque projet est différent. Vous allez faire ça. Ça veut dire que au départ, vous allez estimer avoir trop dépensé. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que vous avez investi juste. Je prends souvent l'exemple. On paye 2 véhicules de transport en commun, actuellement les VTC. Il y a un qui pense qu'en mettant le fréon, le climatiseur en marche, le soir, à la descente, il va dépenser trop de carburant. Donc, il descend, lui-même, il se met en éco, en économique. Donc, il roule toute la journée, la vis baissée. L'autre, il estime que lui, il a envie d'un confort, il a porté sa petite jaquette, il est dans le climatiseur toute la journée, lui, il est en confort. Mais si le même propriétaire décide de vendre sa voiture 3 mois après, celui qui est resté dans le confort, la voiture a plus de valeur que celui qui a baissé les vitres. Celui qui a baissé les vitres. Donc, c'est la même chose. Quand vous investissez, assurez-vous que vous investissez juste et qu'après, votre bien va prendre de la valeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les moyens dès le départ pour en bénéficier après. Il y a des gens qui voient leur immeuble. Moi, j'ai un monsieur à Deux Plateaux, au bout de la rue Polyclinique des Deux Plateaux. Il a construit la maison en 1975.
Wow. Mais si tu vois la maison aujourd'hui, tu ne peux pas croire. Mhm. Il y a une maison en face, ils ont construit en 2000 ici. Mhm. Mais elle est plus vieille que la maison du vieux. Wow. Puisqu'il a mis la qualité dans sa maison. Sa maison a pris de la valeur. À bien même, à un moment donné, il a parlé de 300 à 400 millions son duplex. Mhm. Aux 2 plateaux, au bout de la rue Polyclinique. Mhm. Donc je dis, quand vous mettez de la qualité, ça prend de la valeur de génération en génération. Mhm. Mais vous ne construisez pas une maison pour que ça s'effondre. Parce que vous finissez de construire une maison, 3 ans après, on a comme l'impression que la maison a 27 ans. Mhm. Donc investissez juste et là où il faut. N'ayez pas peur des professionnels. Allez leur demander. Ils vous disent, vous pouvez négocier. Et je vais terminer dessus pour dire que les honoraires des architectes et des ingénieurs, on n'invente pas. Mhm. Il y a une corporation qui régit leurs honoraires. Mhm. On va vous dire que les honoraires là, font un pourcentage par rapport au projet, c'est régi. C'est-à-dire que c'est un intervalle. Quand vous allez là, aucun architecte ne peut sortir de cet intervalle. Ouais. Il ne peut pas sortir de l'intervalle. Aucun ingénieur ne peut sortir de l'intervalle. C'est connu. Allez à la corporation demander. Il ne peut pas sortir de l'intervalle. C'est vous maintenant de négocier. Maintenant, si vous prenez 2, 3 architectes, ils vont vous donner le prix en fonction de votre projet. Et puis vous négociez. Un gars vous dit 10 millions, ça mène ses honoraires. Un va vous dire 17. Un autre va vous dire 5. Mais vous négociez celui que vous pensez qui comprend mieux votre projet. Il diminue. Et Mais puis, c'est forcément dans votre projet. Le montant de votre projet là. Parce que c'est en fonction de ce que vous lui expliquez. Il va vous dire votre projet fait tant. Quand vous allez prendre tous les prix là, quand vous revenez, vous dites, ah, moi je suis allé demander dans le commerce. Hein. Tu as dit que ça allait coûter 20 millions. Mais quand il a demandé là, voilà les différents prix que j'ai. Ça fait 15 millions. Si c'est un pourcentage là, tu lui payes son pourcentage. Mhm. Les gens n'inventent pas. Souvent, on a comme l'impression que les gens inventent leurs honoraires. Non, on n'invente pas. Les honoraires ne sont pas inventés. Les honoraires là, sont sûrs. C'est-à-dire que vous demandez, vous allez demander. Pour demander, on ne va pas vous frapper. Mhm. Moi, je suis venu, je vais faire tel projet. Vous demandez à l'architecte. Vous dit, bon, ok, ça fait ça. Vous vous apprêtez, vous venez. Ça vous permet d'avoir un projet solide. Vous avez les plans, vous avez les détails, vous avez toutes les dimensions, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous voulez, pas prendre un entrepreneur, que vous voulez prendre juste un artisan, un maçon, elle a forcément travaillé, la personne a forcément travaillé avec des gens, l'architecte. Il va te dire, je te conseille tel maçon. Mais moi, comme je dois faire le suivi architectural, je serai là. Mais comme c'est de telle complexité, il nous faut au moins un technicien supérieur ou un ingénieur. C'est en fonction de la complexité qu'on va te conseiller quelqu'un. Il vient sur tes travaux. Le dosage, il est correct. Ce dosage, il n'est pas bon. La brique que tu as achetée, elle n'est pas bonne. Ce fer-là, il n'est pas bon. Ainsi de suite. À la fin, ton bâtiment, là, on l'a construit il y a 10 ans, 20 ans, qu'on le regarde, il prend de la valeur. Si tu veux que ton bien immobilier prenne de la valeur, il faut bien construire. Parce que si on vient évaluer que c'est rempli de fissures, des cailles, à la fin, ça n'a pas la valeur que tu voulais avoir. Exactement. Et puis, il faut que vous restiez dans les règles. Construisez vos maisons dans les règles. Ayez toutes les autorisations administratives. Ça vous permet d'éviter les choses. Parce que quand on va parler de dédommagement, l'État, par exemple, peut décider de rendre une zone d'utilité publique. Toi, tu n'as pas papier. Tu veux qu'on des dommages au même prix que celui qui a papier. Pourquoi? Oui. Donc, l'État lui-même encourage des gens qui font le faux. Quoi. C'est-à-dire qu'on décide de rendre la zone d'utilité publique. Un gars a permis de construire, il a tout. Il a respecté les reculs, il a tout. Et toi, tu n'as rien fait, tu n'as aucun papier, tu as construit comme ça. On ne va pas vous dédommager au même prix. Sinon, l'État lui-même encourage des gens à faire du faux. C'est ça. C'est clair. Voilà, donc je dis, un dans l'autre, il faut qu'on comprenne que personne n'a envie de faire du mal à un autre. Il faut suffit simplement de communiquer efficacement pour tomber sur le bon pied, en fait. Merci. Dernière question pour toi. Construction en agglo, donc en briques, parce que j'ai compris que agglo, c'est égal à briques, ou construction en conteneur, ou construction en bois. Ce serait quoi ton choix? Ou en terre. Ou en terre. Oui. On va dire les BTC. D'accord. Non, tu sais que, en fait, ça, c'est contextuel et c'est culturel. OK. C'est-à-dire que je te prends l'exemple du bois, l'exemple des BTC, les blocs de terre comprimés. Les deux, par exemple, c'est culturel. OK. En Côte d'Ivoire, ça ne passe pas comme aux États-Unis. OK. C'est-à-dire que toi, Prince, je prends ton exemple. Tu prends un terrain au vallon de 1200 mètres carrés, n'est-ce pas? Tu construis, si tu veux, tu divises en deux. Tu construis une partie en BTC, en bloc de terre comprimé, et puis l'autre côté en bois. Quand on parle de vallon, ça veut dire que tu as une certaine réussite en Côte d'Ivoire. Oui. Ta maman vient du village, elle arrive chez toi, elle voit la maison en terre. Elle vient avec ses soeurs et tout ça. Mais ils vont te faire un procès. Wow. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est culturel. Les gens savent. Mais ils vont te faire un procès. Quand tu reviens le soir à la maison, là, parce qu'elle a causé avec ses soeurs et tout ça. Mais Prince, tu me fais quoi? On dit, tu as réussi, tu viens construire une maison en terre, Abidjan. Tu comprends? Tu vois l'écho?
Mhm. Elle ne cherche pas à comprendre quel est le confort que tu as dedans. Donc, de façon culturelle, on doit s'enlever ça de la tête. Mhm. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire de sensibilisation. C'est-à-dire que si on se rend compte que les maisons en terre stabilisées ne créent pas un problème dans le changement climatique, parce qu'il ne faut pas aller aussi prendre la terre et puis dégrader l'environnement. Mhm. Si on est sûr qu'en allant prendre la terre pour faire ces maisons-là, ça ne dégrade pas notre environnement, il faut commencer à changer les mentalités. Mhm. Pour qu'on dise, voilà, c'est l'avantage chez nous ici, voilà, pour que ça passe. Sinon, culturellement, comme je l'ai dit, tu construis une maison comme ça à Abidjan, ta maman, elle ne comprend pas. Tu as beau lui expliquer les bonnes vertus, que maman on n'a pas bien de climatiseurs, on n'a pas bien de ventilateurs à telle heure. Elle ne comprend pas. Quelqu'un qui a réussi. Je suis curieux de savoir pourquoi c'est la maman et pas le papa. Non, je donne l'exemple parce qu'en en fait, elle peut s'affairer rapidement que le papa. Le papa, Ok. il serait un peu plus réservé. Ok, je comprends. Il va souffrir, mais bon, et puis les hommes ne vont pas discuter de ça comme ça. Mais la maman, tout de suite, elle va te dire qu'elle ne supporte pas ça. Ça arrive à aller direct. Voilà, parce qu'on dit son fils a réussi, il vit dans la maison en terre. C'est pareil pour le bois. Mhm. Construire une maison en bois. Tu as réussi, tant construire une maison en bois, c'est pourquoi? Mhm. C'est-à-dire qu'on ne comprendra pas. Mhm. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de façon culturelle, on nous a imposé, on a accepté. C'est construire en aglo, en briques. Quand tu as construit ça, quand on arrive, on la laisse, le gars l'a bien construit. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Mais je dis, moi, mon choix. Et le conteneur. Non, le conteneur, ça, c'est les préfabriqués aujourd'hui. Ok. Mais c'est vers ça qu'on est en train de partir. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il faut construire des maisons vite. Mhm. C'est-à-dire que les conteneurs, tu as les dimensions. Aujourd'hui, on commence à les monter ici. Tu as des dimensions, on va dire, en 2 jours, en 3 jours. Quand on dit les Chinois construisent des maisons, des étages en 2, 3 jours, 24 heures, 36 heures, c'est des conteneurs. Ok. C'est-à-dire que c'est fabriqué à l'usine, ça vient, on les monte rapidement, on a fini. Mhm. C'est le nouveau mode de construction qui vient. C'est que nous, généralement en Afrique, ici, on perd trop de temps à vouloir suivre. Mhm. Mais c'est vers là qu'on va. Ok. On est en train de partir vers ces conteneurs-là. Mhm. Parce que non seulement les agglos sont lourds, c'est pas fin, on prend beaucoup d'espace. Et puis en termes de coût, finalement, on va arriver à ça. Donc, parce que c'est une question de coût et de qualité. Mhm. On construit vite, on peut déplacer, on peut changer à tout moment. En tout cas, on est en train de partir vers ça. Aujourd'hui, si tu arrives sur les chantiers, c'est ça que les gens utilisent comme baraque de chantier. De plus en plus, les conteneurs ne gênent plus personne en Côte d'Ivoire. Ok. On glisse doucement vers tout ça. Ok. Voilà. Mais ici, les terres comprimées, comme je dis, hein, en Afrique, on dirait par exemple dans notre climat, la terre comprimée, elle est bonne. Il faut continuer les recherches dessus pour savoir est-ce que ça ne dégrade pas l'environnement. Mhm. Parce que c'est vrai aussi, nous-mêmes, quand on construit à du ciment, on va draguer la lagune, on va prendre du sable quelque part. Mhm. Donc, c'est le même exercice. Il faut qu'on s'assure et puis ça nous permet d'éviter beaucoup de dépenses en plus. Parce qu'on dit que quand on construit en BTC, on dépense 30% en moins Ok. par rapport à la construction en aglo. Ok. Voilà. Il faut avoir des gens qui sont outillés, qui maîtrisent pour faire un travail de qualité. Monsieur Fauchard, merci. Merci. C'était un réel plaisir pour moi d'être en ta compagnie. J'ai énormément appris, surtout que ce n'est pas du tout mon domaine. Contrairement aux autres invités que j'ai, où on parle souvent de sujets que je maîtrise plus ou moins. Mais là, avec toi, j'ai énormément appris. Je pense que ça sera aussi pareil pour tous ceux qui vont nous suivre. Merci. Donc, le dernier message que je passe à nos abonnés, c'est de ne pas oublier de nous suivre sur nos différentes plateformes de podcast, les plateformes également telles que YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification qui est juste en dessous et puis restez connectés. Je vous remercie.